Alors, si vous voulez bien, on va démarrer. Donc, bon, j'imagine qu'il y a d'autres collègues qui vont arriver petit à petit, mais vous êtes là. Et c'est ensemble que nous allons démarrer cette conférence. Je serai là juste pour moduler les échanges. Nous avons donc cet après-midi l'intervention de Grégoire Borst, qui sera, voilà, qu'on va représenter, mais que vous avez déjà vu ce matin, qui va vous présenter donc un ensemble de travaux et de données sur les effets du numérique sur le développement neurocognitif et les apprentissages de l'enfant et de l'adolescent. Et en discutant, qui viendra le questionner, l'interrompre, voilà, venir apporter un peu de dilemme. Jean-Pierre Bellier, qui est inspecteur général. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, très impliqué dans la création du corps de psychologue de l'éducation nationale, mais qui ici a sa casquette d'inspecteur général qui s'intéresse à la neuropsychologie, aux applications des neurosciences. Et vous avez dû voir un ouvrage qui était sur la table de la librairie, dans lequel il a fait un article. Voilà, je lui laisse la parole pour présenter Grégoire. Merci Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on se connaît. Et donc c'est un plaisir renouvelé de vous voir dans un autre contexte, avec une autre casquette, comme l'a dit très justement Sylvie. À savoir que en tout inspecteur général, il y a un homme qui sommeille, et si ce n'est un chercheur, en tout quelqu'un qui s'intéresse à des sujets de fond. Et parmi les sujets de fond sur lesquels effectivement j'ai envie de me remettre à travailler depuis que je ne suis plus chargé de mission auprès d'une ministre que vous connaissez tous, ma foi, il y a tout ce qui relève des sciences cognitives appliquées à l'éducation. Et vous remarquerez que je n'ai pas forcément parlé de neurosciences ni de neuroéducation. Et on aura certainement l'occasion, dans notre échange avec Grégoire, d'expliciter les subtilités des appellations et de la terminologie qui a, nous sommes tous des psychologues ici, a du sens à n'en point douter. Alors Grégoire s'est présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur l'essentiel de ce qu'il a dit quand il a remis les prix à nos deux collègues. Je dirais simplement une chose, au risque de le faire rougir de honte, que parmi tous les chercheurs qui m'a été donné de rencontrer dans le domaine des sciences cognitives appliquées à l'éducation, il est certainement celui avec lequel j'ai trouvé le plus de points d'accroche et de connivence sur une dimension sur laquelle j'appuierais juste à fleur et moucheté là, à savoir que, et en citant Rabelais, à savoir que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Derrière tout ça, il y a bien évidemment l'idée qu'il y a deux façons de voir la place des sciences cognitives dans le champ d'éducation. Il y a une façon très, j'allais dire, très scientifique, scientiste, qui chasse tout ce qui est du registre du contexte social ou socio-émotionnel des processus d'apprentissage et de fonctionnement cérébral. Et puis il y a une approche à laquelle je crois depuis que j'ai fait mes études en neuropsychologie il y a un certain nombre d'années, c'est peut-être même en décennies que ça se compte. Il y a une approche dans laquelle, bien évidemment, on ne fait pas comme si le sujet était suspendu en l'air et absolument pas du tout dépendant du contexte dans lequel il évolue, que ce soit, comme je le disais, un contexte social ou un contexte même psycho-affectif, disons les mots tels qu'on les pense. Et c'est sur ce registre que, je pense avec Grégoire, on a trouvé bien évidemment des points d'accroche. D'ailleurs, à n'en pas douter, c'est un registre sur lequel aujourd'hui, même les scientifiques adhérents aux neurosciences pures et dures commencent à se rapprocher.
vers lequel il commence à se rapprocher. Et je citerai d'ailleurs celui qui nous a tous, en tant que psychologues, particulièrement interrogés depuis qu'il est président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, tant ses propos tout au début de sa nomination étaient, j'allais dire, pour le moins choquants, parce que très scientiste justement, et on voit bien qu'aujourd'hui l'approche de Grégoire, et derrière l'approche de Grégoire il y a celui du directeur du labo, Olivier Houdet, que tout le monde connaît, est une approche qui petit à petit fait tache d'huile et j'allais dire rameute ceux qui, d'une certaine manière, s'étaient un peu retranchés derrière l'IRM fonctionnel et la tomodensitométrie par émission de positons pour penser que le monde était facile à expliquer. Voilà. Il y a ceux qui pensent que c'est un outil et il y a ceux qui pensent que c'est, je dirais, le cœur même de la compréhension du fonctionnement cérébral. On voit bien que la ligne de partage des eaux se situe entre ces deux. Mais pour vous dire à quel point, finalement, les choses évoluent et évoluent très vite, je montrais ça à Grégoire tout à l'heure, qui en était d'ailleurs étonné, en exergue de son bouquin qui vient de sortir, que je lis avec attention, bien évidemment, Stanislas Dehaene cite Piaget. À la grande surprise de beaucoup de monde, il cite Piaget, bien qu'il soit psychologue. Et je vous lis sa phrase parce qu'on est ravis de la trouver dans son bouquin, mais je pense qu'on est ravis de l'entendre tous ici, tant elle nous importe. Chose étrange et presque stupéfiante, on connaît tous les recoins du corps humain, on a catalogué tous les animaux de la planète, on a décrit et baptisé tous les brins d'herbe, et on a laissé durant des siècles les techniques psychologiques à leur empirisme, comme si elles étaient de moindre importance que celles du guérisseur, de l'éleveur ou du cultivateur. Jean Piaget, 1949. Donc je pense qu'on peut se retrouver tous autour de cette citation, et c'est certainement ce que Grégoire va nous démontrer dans ses propos. Juste un petit point de détail, je pense que, et j'espère partager cette idée avec vous, qu'au sein du système éducatif, les psychologues sont certainement les mieux placés et pour, je dirais, en quelque sorte, se situer à l'interface entre tout ce qui est du domaine de la recherche en sciences cognitives, parce que même si on est clinicien, les sciences cognitives, d'une certaine manière, ont une dimension clinique, et interface donc entre tout ce qui est du domaine de la recherche et du domaine, je dirais, de l'application pédagogique. Et dans les établissements scolaires, ce qu'on constate très souvent, et j'imagine que vous n'essaierez pas de me démentir, en tout cas pas tout de suite, parce que ce serait un peu prématuré, les psychologues sont souvent mobilisés ou interpellés dès lors que, effectivement, des enseignants, parfois des familles, parfois des élèves, parfois des chefs d'établissement, j'en ai rencontré, se disent tiens, il y a des trucs intéressants. Alors ils disent très souvent neurosciences parce que l'amalgame est un peu courant. Il y a des trucs intéressants et c'est un truc de psychologue ça, donc il faut qu'on aille voir les psychologues. Et je pense que certains d'entre vous le savent, je pense que nous devons être au rendez-vous. Nous devons être au rendez-vous en gardant à l'esprit ma petite citation introductive pour leur rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mon cher Grégoire, avec tout sur ça, cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour, puisque je vous ai vu tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'était essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans la littérature en psychologie du développement, en psychologie et en neurosciences cognitives de l'enfant et de l'adolescent sur les effets, et je vais tout de suite moduler, les effets et les apports du numérique pour le développement et pour les apprentissages scolaires fondamentaux. Vous allez voir que je ne vais pas avoir beaucoup de réponses à vous donner. Je vais surtout ouvrir les questions. Je pense que c'est mon rôle, de vous dire voilà les questions qui se posent et voilà comment vous pouvez penser à ces questions-là. Encore une fois, je pense que
où que j'aille, j'essaye toujours d'avoir ce discours de dire qu'il n'y a rien d'injonctif dans tout ce que je vous dis, que ce soit avec les professeurs des écoles, avec les psychologues de l'éducation nationale. Moi, j'ai une casquette d'expert sur le cerveau qui apprend à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui, développer sa pensée critique. Mais je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, je ne suis pas non plus un spécialiste de la psychologie clinique. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses dans ce que je vais vous dire aujourd'hui qui peuvent vous servir, vous, pour interroger votre pratique. Je vous rappelle que néanmoins, je suis directeur du master de l'Université Paris-Descartes de psychologie, donc je connais le code de déontologie du psychologue. Et dans le code de déontologie du psychologue, il y a au fondement même de notre discipline cette idée qu'il faut interroger sa pratique et qu'il faut continuer à l'interroger sur la base de la recherche qui est en train de se faire. Donc c'est aujourd'hui ce que je vais essayer de faire. Et je dirais qu'après, charge à vous, je dirais, de vous emparer de ça et de voir qu'est-ce qui pourrait, d'une certaine manière, interroger votre pratique ou en tout cas faire évoluer vos pratiques. Donc voilà, je serai très modeste dans mon approche et aucun problème pour qu'on s'arrête, pour que vous me posiez des questions, que ce soit la discussion la plus ouverte possible entre vous et moi et nous, je dirais, autour de cette question-là. Je commence toujours par la fin parce que néanmoins, je suis quand même aussi professeur. Alors, je suis professeur sur ceux qui passent devant vous un peu après, mais je sais que vous êtes aussi impliqué dans le supérieur. Donc, j'essaie toujours de vous donner les points importants de ce que je vais vous dire. D'une part parce que vous savez tous comme moi que nos capacités de concentration de notre cerveau est assez limitée. On va parler en vingtaine de minutes. Là, on voit déjà un large décrochage de notre capacité de concentration. Donc d'ici 20 minutes, comme en plus vous avez des petits portables dans vos poches, des petits ordinateurs et des emails qui arrivent et des messages constants, vous allez avoir tendance à vouloir aller regarder votre écran. C'est aussi une des problématiques du numérique. Et que, par définition, si je vous ai donné les points importants de mon intervention, même si vous pensez à autre chose dans la suite de cette intervention, vous aurez eu les points importants. Bon, ça, c'est le discours officiel. Le discours officieux, c'est que j'arrive jamais au bout de mes présentations. Donc là, au moins, je suis sûr que vous aurez eu les points importants. Bon, la première chose que je voulais vous dire, c'est que, et je voudrais insister là-dessus, les neurosciences cognitives. Alors j'insiste beaucoup sur cognitive parce qu'on entend parler beaucoup de neurosciences appliquées à l'éducation et j'ai tous mes collègues qui font des neurosciences fondamentales qui en ont absolument marre d'être associés à ça. C'est pas leur problème. D'une certaine manière, eux, ils étudient le cerveau au niveau moléculaire. L'éducation, je dirais que c'est très loin pour eux et qu'on parle d'un champ quand même qui est bien particulier, qui est les neurosciences cognitives, c'est-à-dire qui utilisent qui font, je dirais, des neurosciences intégrées, c'est-à-dire de haut niveau, qui essayent de comprendre l'articulation entre activité mentale et activité cérébrale, à l'échelle de très très larges populations de neurones, il faut quand même le dire. Une des choses qu'on a appris ces dernières années, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, le cerveau continue à se développer jusqu'à 25 ans. Ce qui remet en cause pas mal de choses, parce que ça montre que l'entrée dans l'adolescence, vous le savez, se fait de plus en plus tôt. Il y a certaines études qui semblent suggérer que maintenant, c'est dès 10 ans, on a des entrées dans l'adolescence, alors qu'on était plutôt sur 12 ans jusqu'à maintenant. Mais que la sortie de l'adolescence, je dirais un cerveau à maturation qui ressemble à un cerveau adulte, c'est 25 ans. Donc il y a une espèce de décalage de 7 ans, vous voyez bien, entre le moment où on est adulte de par la loi et le moment où on est adulte du point de vue de sa maturation cérébrale. Ce qui me permet, moi, d'expliquer une partie des comportements de mes étudiants en thèse qui, effectivement, sortent au bout de leur processus à 25 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est qu'à tous les âges, le cerveau est plastique et peut se reconfigurer après des apprentissages. Je pense que c'est extrêmement important de garder ça en tête. Oui, évidemment, s'intéresser aux impacts numériques, c'est fondamental. Néanmoins, regarder l'impact du numérique à un âge donné, ça nous donne qu'une toute petite fenêtre sur ce qui se passe réellement sur l'effet du numérique. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'effet du numérique sur le développement postérieur de l'enfant. Donc s'interroger sur les effets du numérique, sur les effets et les apports du numérique, c'est aussi questionner cela dans une mécanique développementale qui se perdure jusqu'à 25 ans. Et aussi de dire qu'il y a de la résilience dans le cerveau humain. C'est-à-dire que c'est un organe absolument incroyablement complexe et qui est reconfigurable de façon beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu une exposition forte aux écrans à un moment donné de sa vie qu'on ne peut pas en revenir. C'est ça que je veux dire aussi. Et que d'une certaine manière, la seule façon et la seule arme que nous ayons, ce n'est pas une arme, je dirais, systémique et monétaire. L'arme, d'une certaine manière, c'est l'éducation et la pédagogie. Donc c'est ça qu'il faut qu'on imagine ensemble. Et je pense que ce n'est pas simplement aux professeurs de le faire, c'est aux professeurs, à vous et à nous, d'être dans le même bateau ici et d'essayer d'avoir un dialogue non dogmatique sur ces questions-là. Et puis, la troisième idée, c'est que le numérique a des effets sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent en développement. Et je reviens sur cette idée fondamentale. Vous êtes face à des populations qui sont dans des transformations fortes de leur système neurocognitif. C'est-à-dire qu'un adolescent,
Il a évidemment des transformations comportementales, physiologiques, mais au niveau du cérébral, il y a une reconfiguration complète de son cerveau. C'est-à-dire que son cerveau est en train de se reconfigurer à une vitesse extrêmement rapide. Des choses qui semblaient un peu stabilisées à la fin de l'enfance vont complètement exploser au moment de l'adolescence. Et notamment, on va avoir une maturation qui va s'opérer beaucoup plus rapidement dans certaines parties du cerveau par rapport à d'autres, ce qui peut expliquer, par exemple, la prise de risque accrue à l'adolescence peut s'expliquer par ces décalages de maturation. Évidemment, le cerveau se développe dans un contexte social et culturel. Je nie absolument pas ça. Moi, je vous prends juste la perspective de ce que peuvent dire les neurosciences sur cette question-là. La quatrième idée, c'est que des interventions pédagogiques ciblées sur tablette produisent des effets sur le cerveau et les apprentissages scolaires. Alors, ça paraît trivial de dire ça, mais l'idée, c'est un peu de se dire à chaque fois, c'est pas le problème, d'une certaine manière, des écrans. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'on fait sur les écrans. C'est ça la vraie question. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va imaginer, nous, vous, autour de la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les écrans qui potentialisent d'une certaine manière les apprentissages de l'enfant, ou alors, si c'est des serious games, l'orientation. On peut imaginer plein de choses intelligentes à faire sur les écrans et que tous les écrans n'ont pas le même statut. Et que le numérique ne s'arrête pas aux écrans. On peut aussi utiliser le numérique au-delà de ça pour faire d'autres choses. Et vous verrez qu'on utilise par exemple le numérique dans notre laboratoire pour ouvrir des opportunités nouvelles de recherche collaborative et participative entre la classe et le laboratoire. Donc je vais essayer de vous raconter tout ça dans un temps limité. Généralement, je ne vais pas au bout, mais dans ces cas-là, j'accélère un peu et puis je saute quelques slides si c'est trop redondant. Moi, je voulais juste vous dire qui on est. Rapidement, on est un laboratoire historique, puisqu'on est un laboratoire localisé à la Sorbonne, dans les locaux dans lesquels Alfred Binet a développé les premières échelles d'intelligence. Donc, on a toujours été un laboratoire de psychologie du développement, de psychologie expérimentale. Je rappelle aussi, parce que parfois, il y a une espèce de méconnaissance de quelle était la demande publique faite à Alfred Binet. Elle n'était pas de développer des échelles d'intelligence, elle était de développer des outils objectifs permettant d'évaluer les enfants qui répondaient mal à la pédagogie générale dans les classes pour pouvoir leur proposer des pédagogies alternatives. C'est le début du XXe siècle. On est au début du XXe siècle. Je dirais que la question se pose toujours. Piaget a écrit un texte absolument fabuleux dans les années 60 où il dit en gros tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur le rapprochement entre les sciences cognitives et l'éducation. Il l'avait déjà dit devant l'UNESCO dans les années 60. Donc finalement, c'est un questionnement qui perdure. Alors la particularité du laboratoire, c'est aussi de faire de la neuroimagerie fonctionnelle chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors on a une épistémologie particulière, ou en tout cas on a une volonté particulière de travailler chez tous les enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas un laboratoire, et c'est un peu le problème parfois. Alors, je suis désolé, je vais me permettre de taper sur le Conseil scientifique de l'éducation nationale, j'ai le droit parce que je fais des neurosciences aussi. Un des problèmes aussi, c'est de considérer parfois, quand on entend les déclarations de ce Conseil scientifique de l'éducation nationale, on a l'impression que tous les enfants ont des troubles des apprentissages. Je rappelle que la prévalence des troubles des apprentissages dans les classes, c'est 10%. Il y a quand même 90% des enfants qui ont un développement cérébral et cognitif, socio-émotionnel typique. Et néanmoins, ces enfants peuvent avoir des problématiques à des moments de leur développement. Ils peuvent avoir des troubles des apprentissages, ils peuvent avoir des difficultés d'apprentissage. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi d'aider ces enfants-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un léger problème dans notre système éducatif qui ne remplit pas toutes les missions qu'on lui a données, et notamment de compenser les différences socio-économiques. Je rappelle que, en fait, je dirais que PISA, quand on le regarde avec un œil un peu aguerri, la problématique n'est pas tant où est-ce qu'on se place par rapport aux autres pays, on s'en fout un peu. La problématique, c'est que la France est le pays dans lequel la corrélation est la plus forte entre le niveau socio-économique dans lequel on a grandi et les performances scolaires. Donc ça veut dire que notre système, il ne marche pas très bien. Donc c'est un peu ça l'enjeu pour nous. Et c'est l'enjeu parce que les sciences cognitives, elles ne s'appliquent pas, et ça c'est une autre problématique, je dirais, du discours ambiant, c'est que les sciences cognitives, elles ne s'appliquent pas que pour les savoirs et les apprentissages fondamentaux. Elle s'explique, elle peut d'une certaine manière éclairer les pratiques pédagogiques tout au long du cursus, jusqu'à l'université. Donc il y a aussi un peu cette antienne, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les sciences cognitives, c'est bon que pour le primaire, c'est vrai aussi pour le secondaire, et c'est vrai aussi pour le supérieur. Et donc, ce qu'on essaye d'étudier dans notre laboratoire, c'est comment le cerveau de l'enfant et de l'adolescent bouge, travaille, apprend. Si je le dis en mots de psychologue, on s'intéresse à la maturation cérébrale, on s'intéresse à la plasticité induite par les apprentissages, ou la plasticité qui sous-tend les apprentissages. Et puis, on s'intéresse à la flexibilité, finalement, qui est une des caractéristiques du cerveau humain, c'est-à-dire cette capacité à changer de stratégie quand on se trompe, puisque,
comme le dit, j'ai vu que maintenant c'était son nouveau discours, Stanislas Dehaene répète à qui veut l'entendre que l'erreur est bonne pour le développement. Très bien, ça veut dire qu'il nous a bien écoutés, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, et qu'effectivement, il ne faut pas stigmatiser l'erreur. L'erreur, c'est fondamental pour le cerveau au cours de l'apprentissage, et que vos cerveaux, là, en ce moment, sont en train de faire des prédictions sur ce que je vais dire juste après, que parfois ils se trompent, et que ce signal d'erreur vous permet d'affiner vos prédictions. Et il fait ça en permanence. Et finalement, notre cerveau marche par de l'apprentissage statistique, aussi par apprentissage statistique, et par correction en temps réel des petites erreurs qu'on fait. Donc l'erreur, c'est finalement, il y a une pédagogie de la bienveillance à avoir par rapport aux erreurs. C'est-à-dire que l'erreur, c'est un mécanisme fondamental de l'apprentissage à l'école et dans la vie. Alors, vous rappelez aussi que historiquement, finalement, il y a toujours eu je dirais, une relation importante entre la psychologie et l'éducation de façon générale. Alors, on peut parler de psychopédagogie, maintenant on parle de neuroéducation, mais tout ça, ça s'ancre finalement dans une tradition qui remonte à Alfred Binet, mais on pourrait même revenir un peu avant, mais à Alfred Binet, qui a justement développé ses premiers outils pour essayer d'identifier dans les classes les enfants qui répondaient mal à la pédagogie générale. Piaget, je rappelle qu'il y a quand même toute une partie du cursus en Angleterre, notamment du cursus en maternelle, qui était basé sur le modèle du développement cognitif piagétien, que Vygotsky, contemporain de Piaget, a quand même introduit 2 notions clés pour l'éducation, qui est la notion justement de contexte d'apprentissage, du contexte social, l'interaction entre pairs, l'interaction de tutelle, et autre concept fondamental introduit par Vygotsky, cette notion de zone proximale de développement, c'est-à-dire qui est utilisée en permanence aujourd'hui dans l'éducation et dans la pédagogie, cette idée qu'effectivement, il faut trouver la bonne distance entre ce que c'est l'enfant et ce qu'on essaye de lui apprendre. Donc, on voit bien qu'il y avait des liens qui étaient très forts. Brunner, psychologue américain, qui a introduit la notion de circularité et de spiralité des apprentissages, qui est utilisée dans tous les systèmes éducatifs, l'idée qu'on revient sur les mêmes notions en les complexifiant au cours des cycles 1, 2, 3, 4, puis le supérieur, le lycée et le supérieur. Donc, on voit que finalement, il y avait ce lien important. Il s'est un peu distendu avec le temps parce que d'autres disciplines ont émergé, notamment les sciences de l'éducation dans les années 70. C'est normal, quand une nouvelle discipline émerge, elle essaye de se faire une place. Et je pense qu'on est juste en train de revenir finalement au lien qui a toujours existé entre la communauté, je dirais, de la psychologie au sens large et la communauté éducative. Et vous en êtes évidemment les représentants de ce lien étroit qu'il peut y avoir entre ces différentes communautés. Vous dire aussi que le positionnement en termes de psychopédagogie et de neuroéducation, il est très clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que la seule manière d'interroger l'éducation et la pédagogie, c'est de s'en référer aux neurosciences et à la psychologie cognitive. Ce n'est pas du tout le propos. C'est simplement de dire que dans la boîte à outils que doit maîtriser la communauté éducative au sens large, il peut y avoir les outils qui viennent des sciences cognitives et de neurosciences cognitives. Mais c'est jamais qu'un outil de plus à la boîte à outils. L'idée n'est pas de dire point de salut outre les sciences cognitives. C'est absolument pas l'idée. C'est simplement de retrouver une place pour l'apport de cette discipline-là. Et puis j'insisterai sur une autre chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'effectivement, il faut qu'on retisse un lien fort entre ce qui se passe dans les laboratoires de recherche de façon générale, qu'il soit en sciences cognitives, mais de façon plus large, en psychologie sociale, en psychologie clinique, et le domaine de la classe et de la pédagogie. Parce que, très honnêtement, on a un peu soit une espèce d'approche très top-down, hiérarchisée, avec le laboratoire, une espèce de tour d'ivoire, avec les chercheurs qui auraient le savoir et qui gentiment viennent dans les campagnes évangéliser le bon peuple. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Ce qui doit se passer, c'est que juste on entame un dialogue entre la communauté, les chercheurs dans leur laboratoire et les professeurs dans leur classe. Et je me permets d'avoir cette tribune pour dire que je suis absolument persuadé, et je continue à dire où je le peux, que je crois fondamentalement que les psychologues de l'éducation nationale doivent pouvoir tenir cette place d'assembleur ou de rassembleur entre les chercheurs et la communauté pédagogique. Et je crois que c'est là aussi l'enjeu de ce nouveau corps. On pourra y revenir, mais je crois vraiment que vous avez une place à avoir dans ce système-là. Alors, s'intéresser finalement au numérique, c'est évidemment s'intéresser au numérique
dans un système en développement. Alors vous êtes plutôt spécialisé sur l'adolescence, mais l'adolescence, elle n'a qu'une particularité parce qu'on sait ce qui se passe dans l'enfance et on sait ce qui se passe à l'âge adulte. Donc c'est une période de transition qui peut être abordée par des aspects plutôt psycho-affectifs, psychodynamiques, d'idées de période de transition, mais on peut aussi l'aborder du côté de la maturation cérébrale. L'idée, en gros, pour faire très simple, dans les années 60, enfin au début du XXe siècle, le modèle du développement cognitif dominant, c'est le modèle de Jean Piaget, je rappelle, par des grands stades qui vont du stade des opérations sensorimotrices jusqu'au stade des opérations formelles. Mais l'idée quand même, c'est que tous les enfants du monde, et il le disait comme ça, hein, il faut aller réécouter les émissions radiophoniques de Piaget, il dit vraiment tous les enfants du monde passent par les mêmes stades, aux mêmes âges. C'est un peu caricatural quand même, hein, je veux dire, la façon en tout cas dont il en parlait. Après, quand on regarde ce qu'il écrit, c'est moins caricatural. Mais l'idée, c'est que le développement est essentiellement linéaire et cumulatif. On coordonne des schèmes créés à un stade donné pour créer un nouveau schème plus complexe au stade suivant. Et puis finalement, notre système éducatif, il est essentiellement basé là-dessus. Sauf que c'est nier tout ce qu'on a fait en psychologie de développement depuis 60 ans. C'est-à-dire que depuis 60 ans, on a totalement abandonné le modèle piagétien. Plus personne dans les laboratoires et de façon générale en psychologie de développement ne pense le développement par stade et avec une idée que le développement se ferait d'un bébé qui ne sait rien à un adolescent ou à un adulte qui serait un expert. On voit bien que ce n'est pas le cas. L'adulte a des biais de raisonnement systématiques, vous les connaissez en tant que psychologue, et de la même manière, le bébé a beaucoup plus de compétences que ne le pensait Piaget. À partir des années 80, toute cette littérature scientifique qui a émergé sur les connaissances précoces des enfants ont montré que que les bébés avaient un ensemble de compétences et de connaissances implicites d'un certain nombre de phénomènes physiques et mathématiques que Piaget avait totalement négligé parce qu'il avait mis au centre du dispositif l'action, et que parce qu'il y avait au centre du dispositif l'action et la méthode clinique piagétienne d'interrogation, d'une certaine manière, il était passé à côté de toutes les connaissances implicites des bébés. À partir du moment où il y a des connaissances implicites chez le bébé qui semblent disparaître à des moments quand elles s'explicitent chez le bébé, chez l'enfant, on ne peut plus avoir une vision d'une certaine manière linéaire du développement. Il faut arriver à des visions beaucoup plus dynamiques et non linéaires du développement, ce qui pose la question de savoir effectivement qu'est-ce que ça a comme impact, le numérique, pour un système qui est dynamique et non linéaire du développement. Et c'est comme ça qu'il faut penser les effets du numérique sur les apprentissages et sur le développement neurocognitif de l'enfant. Un des modèles que nous défendons au laboratoire, mais il y a d'autres modèles du développement, c'est que dans ce système dynamique et non linéaire, une partie de l'explication de ce qui peut expliquer à un moment que l'enfant fait des erreurs systématiques, c'est que l'enfant crée un certain nombre d'automatismes, c'est-à-dire de stratégies qui seront très rapides, qui peuvent vous permettre, dans 90% des cas, d'arriver à la bonne solution. Finalement, ce que fait très bien l'école. L'école, typiquement, renforce les automatismes. Elle demande qu'on apprenne un certain nombre de procédures, qu'on soit capable de les appliquer très rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes heuristiques. Donc, si vous connaissez un peu système 1, système 2 de Daniel Kahneman, par exemple, sur les biais de raisonnement, ça revient à cette idée que, finalement, vous avez un système très intuitif qui marche très souvent, mais pas toujours, et que de l'autre côté, vous avez l'ensemble des règles logiques qu'il faut appliquer, je dirais, de façon plus systématique pour arriver à la résolution d'un problème, et que, en gros, vous avez un dernier système qui est dans le cortex préfrontal, qui vous permet d'arbitrer quand est-ce que vous devez utiliser un système d'automatisme versus de quand est-ce que vous pouvez dans lequel vous devez privilégier une règle logique, et que finalement, l'enfant est toujours en train d'osciller entre utiliser une règle intuitive et utiliser une règle plus coûteuse cognitivement, mais qui permet d'arriver systématiquement à la bonne réponse. Et donc, c'est comme ça qu'il faut se poser la question du développement cognitif et de l'effet du numérique sur le développement cognitif de l'enfant. Est-ce que je peux juste poser une question pour permettre à ceux qui s'étaient assoupis d'entendre une autre voix ? Est-ce qu'on peut dire que finalement le modèle cognitif humain n'est pas aussi binaire que la reproduction qu'on en a fait à travers la construction des systèmes informatiques qui sont, eux, profondément binaires, c'est-à-dire qui ne fonctionnent qu'en 0 ou 1, comme si peut-être le cerveau fonctionnait de façon plus quantique, c'est-à-dire 0 et 1. Ce qui est sûr, c'est que si
l'espèce de mythe et je dirais, de crainte qu'on peut avoir aujourd'hui de se faire supplanter par l'intelligence artificielle, il est totalement infondé. Je veux dire, personne n'arrive, je dirais, à la complexité de l'esprit humain, la façon dont il peut fonctionner, par analogie par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du raisonnement par analogie, mais typiquement, l'intelligence artificielle ne fait pas de raisonnement par analogie. Ses capacités effectivement d'inférence sont des choses qui sont proprement humaines. Et très honnêtement, penser l'intelligence artificielle en pensant qu'on va prendre ce qu'on sait du cerveau pour créer une intelligence artificielle, autant vous dire que le cerveau est un problème éminemment complexe, fait de 86 milliards de neurones et d'1 million de milliards de connexions. C'est beaucoup plus complexe qu'Internet. On n'est pas prêt d'avoir compris comment fonctionne le cerveau, donc on n'est pas prêt de créer une intelligence artificielle qui mime ce qui se passe dans le cerveau. Donc ça va, on a encore des belles heures devant nous. Une question, parce que j'en ai parlé dans mon allocution d'ouverture. Ce que vous appelez le système analogique, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens commun, le sens partagé, avec des inférences ouais, c'est au-delà de ça, le liées système, au contexte. Ouais, c'est ça. Mais le système analogique, c'est aussi tout ce système qui nous permet justement, quand on a appris, par exemple, une règle dans un contexte, de le transférer à un autre contexte qui a des analogies de surface ou des analogies plus profondes d'ailleurs. Donc tout ça, c'est plutôt dans le système qu'on appelle, nous, au laboratoire, algorithmique. Alors ça fait penser effectivement à l'intelligence artificielle, mais c'est simplement l'ensemble des règles logiques qui régissent effectivement le fonctionnement cérébral. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on nie les émotions, c'est-à-dire qu'il faut en aucun cas opposer raison à émotion. Les émotions sont des vecteurs extrêmement puissants de notre raisonnement logique. C'est-à-dire que l'erreur, par définition, crée une émotion. Le ressenti même et le rappel de ces erreurs crée des émotions contrefactuelles. Raisonner contre les faits, c'est le propre de l'humain. C'est-à-dire que quand j'ai du regret ou du soulagement, ça guide mon changement de stratégie. Donc il ne faut absolument pas opposer les deux. Et dans ce système justement de résistance aux automatismes et d'émotions contrefactuelles, c'est ce qui permet de nous guider justement le choix entre des systèmes plus automatiques et des systèmes un peu plus réflexifs. Et il faut comprendre le numérique dans ce contexte-là, ou en tout cas l'effet du numérique dans ce contexte-là. Il faut aussi le comprendre dans une maturation cérébrale qui est fondamentalement, elle aussi, dynamique et non linéaire. C'est-à-dire que la maturation cérébrale, elle s'opère par grandes vagues et elle ne s'opère pas du tout au même moment dans les différentes régions cérébrales. Elle va s'opérer d'abord dans les aires sensorimotrices, puis dans les aires plus associatives, c'est-à-dire les aires dans lesquelles vont converger les différentes informations sensorielles, et puis dans les aires préfrontales qui hébergent toutes les fonctions supérieures, c'est-à-dire de planification, de raisonnement logique, d'abstraction. Et on voit que donc les courbes qui sont représentées ici, c'est les courbes d'épaisseur corticale. Donc le cortex, vous savez tous que c'est la couche externe du cerveau, c'est là où il y a le corps des neurones essentiellement, et que sous l'effet, il y a deux grandes vagues dans la maturation cérébrale. Une première vague, c'est l'ouverture des possibles, c'est-à-dire qu'on multiplie les connexions entre les neurones pour maximiser la capacité du système à s'adapter à son environnement. Et ensuite, on va sélectionner, comme une espèce de... je parle d'épigénèse darwinienne, c'est-à-dire qu'on va aller chercher d'une certaine manière les connexions qui sont les plus pertinentes pour l'adaptation de l'organisme à l'environnement, et que mécaniquement, quand vous multipliez les connexions, vous augmentez l'épaisseur du cortex, et quand vous diminuez le nombre de connexions, vous diminuez l'épaisseur du cortex. C'est ce que vous voyez sur ces courbes-là qui représentent l'épaisseur corticale. Donc se poser la question du numérique, c'est aussi se poser la question du numérique sur un système qui est en pleine maturation cérébrale. Alors, j'en arrive au numérique, je suis désolé, j'étais un peu long sur la première partie, mais il fallait quand même que je vous dise tout ça. Je me suis dit que j'allais prendre les différents médias, les différents écrans, et justement d'essayer de faire cette opposition entre écran actif et écran passif. Alors effectivement, il y a toute une littérature sur l'effet de l'exposition aux écrans, notamment la télévision. On a plus de recul sur la télévision, donc on a plus de données. C'est aussi ça, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, l'émergence des tablettes, l'émergence des smartphones, c'est relativement récent, en tout cas à l'échelle de la recherche. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des idées de qu'est-ce que produit le numérique sur un cerveau en développement, par définition, vous devez faire une étude longitudinale. Si vous faites une étude longitudinale, il vous faut du recul. Et ce recul, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça que j'ai plus de questions à vous soumettre, d'une certaine manière, que de réponses à vous donner. Alors sur la télévision, on sait qu'on a un peu plus de données. Je pense qu'il faut remettre tout ça dans un cadre. Pour avoir des troubles de l'attention induites par l'exposition à la télévision, il faut une exposition de plus de 7 heures par jour entre 1 et 3 ans. Ça n'est pas, je dirais, la moyenne d'exposition aux écrans. La moyenne d'exposition aux écrans est forte chez l'enfant. Elle est sous-estimée généralement par les parents parce qu'on a une multiplication des écrans dans le foyer, que ça pose un vrai problème, et qu'il faut qu'effectivement se poser la question de comment on fait pour que les parents soient en mesure d'évaluer avec plus de finesse l'exposition réelle des enfants aux écrans. Néanmoins, quand on regarde dans la littérature scientifique l'effet des écrans
et notamment de la télévision sur les troubles de l'attention, il faut une exposition massive entre 1 et 3 ans pour observer des effets à 7 ans. Et en plus, vous êtes psychologue, donc je passe sur l'idée de la probabilité entre corrélation et causalité. Vous ne savez pas si ce n'est pas les enfants qui ont des troubles de l'attention qui passent plus de temps devant les écrans. Donc vous ne savez pas si c'est l'exposition aux écrans qui a créé le trouble attentionnel ou si c'est le trouble attentionnel qui fait que les enfants restent plus devant les écrans. Donc on est dans cette problématique-là. Vous le savez aussi, quand on s'intéresse à l'effet du développement du quotient intellectuel verbal et l'exposition aux écrans, il y a effectivement un lien. Il y a un lien quand on regarde de façon transversale, il y a aussi un lien quand on regarde de façon longitudinale, c'est-à-dire l'exposition entre 1 et 3 ans aux écrans au moment du développement du langage a un effet sur le QI verbal à 7 ans. Donc on sait qu'il y a un lien. Le lien, il n'est pas non plus massif. Si vous regardez, on est sur des bêtas qui sont relativement faibles. La significativité est là, mais elle n'est pas massive. Et il faut quand même des temps d'exposition extrêmement forts. Et une fois que je vous ai dit ça, en plus, ça dépend complètement du type de programme qu'on regarde à la télévision. Par exemple, il y a des études qui montrent que l'exposition aux Teletubbies, dont on vantait le fait qu'elle soit très adaptée au bébé parce que c'était un narratif extrêmement, je dirais, lent qui permettait au bébé de bien comprendre, ça a un effet totalement délétère sur le développement du vocabulaire. Paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous a vanté pendant très longtemps que c'était super de mettre les enfants devant les Teletubbies parce que justement c'est un narratif lent, sauf que ça a un effet sur le développement du vocabulaire de l'enfant. Alors pour ceux qui ont vu les Teletubbies, vous n'êtes pas très surpris. Il n'y a aucun mot qui est prononcé dans les Teletubbies. Ils font des bruits absurdes. Et on peut comprendre pourquoi ça a un effet. Par contre, vous avez d'autres types de programmes, des programmes comme Dora l'exploratrice ou comme Rue Sésame, qui ont des effets positifs sur le développement du vocabulaire. Donc encore une fois, le problème n'est pas tant l'écran, il est le type d'activité qu'on va avoir sur l'écran. Et on voit que des programmes pour la jeunesse, des programmes éducatifs d'une certaine manière, peuvent avoir des effets opposés sur le développement du vocabulaire. Donc, je dirais qu'il y a un questionnement à avoir et une espèce de remise en question. Et je passe, je la vois d'ici 2 jours, donc je redirai ce que je lui ai déjà dit. Je passe sur cette idée, pour vous qui êtes psychologue, totalement outrageuse, portée par certains médecins, que l'exposition aux écrans crée des troubles de type autistique. On est tous d'accord là-dessus. Hein, vous êtes psychologue. L'autisme, c'est quelque chose de sérieux. L'exposition aux écrans, ça ne crée pas des pathologies du type de l'autisme. L'autisme, c'est une pathologie neurodéveloppementale. Ducanda, elle s'appelle. Non, je vous dis ça parce qu'elle a quand même été invitée au congrès de la médecine générale. Donc, on se demande des fois si les médecins ont toute leur tête. Donc, il y a un effet entre QI verbal, cerveau et télévision. C'est-à-dire que si on essaye de regarder quelles sont les zones qui sont impactées par le nombre d'heures passées devant les écrans et le volume cérébral, ça, c'est regardé à un âge donné. C'est-à-dire qu'on prend un espèce de snapshot, le temps d'exposition aux écrans chez un enfant et l'effet sur son volume cérébral. Ce n'est pas très surprenant, on voit des effets notamment dans les aires postérieures du cerveau et notamment dans l'aire visuelle. Donc jusque-là, je dirais que c'est logique, vous passez du temps devant la télévision, c'est probable que ça a un effet sur le développement de vos aires visuelles. Alors il y a quand même un petit quelque chose dans le cortex préfrontal, donc on se dit déjà, bah, tiens, il y a quand même quelque chose dehors. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est si vous regardez le lien entre le nombre d'heures devant la télévision et le volume cérébral, mais cette fois-ci, vous regardez de façon longitudinale, c'est-à-dire que vous vous posez la question de qu'est-ce qui se passe quand vous avez regardé la télévision entre 1 et 3 ans, qu'est-ce qui se passe pour le développement de votre volume cérébral à 7 ans, là, vous voyez que ça a un effet beaucoup plus massif. Donc comprendre l'effet du numérique et l'effet de l'exposition aux écrans, c'est ne pas le comprendre à un âge donné, c'est le comprendre dans une dynamique développementale. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement une exposition très forte aux écrans à un moment donné de la vie peut avoir un effet sur le développement et la maturation cérébrale. Et donc on n'est pas plus exactement dans la même question. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut alerter d'une certaine manière les familles en leur disant attention, vous êtes dans une population 1 qui n'a pas encore la maturation cérébrale nécessaire pour s'autoréguler face à l'écran. Donc, en fait, la première mission, au lieu de dire 0, 3, 6, vous allez voir que je n'aime pas non plus le 0, 3, 6, 9, 12. Je veux dire, soyons très clairs, on ne va pas pasteuriser l'environnement. Des écrans, il y en a partout. Donc, l'espèce de culpabilisation des parents en leur disant pas d'écran entre 0 et 3 ans, c'est juste impossible de dire pas d'écran. Par contre, essayez d'en appeler, je dirais, à leur intelligence et de dire aux parents, attention, vous êtes
face à des enfants qui ont un système cérébral qui est en développement, et notamment les zones qui lui servent à autoréguler ses comportements face aux écrans qui sont effectivement qui vont recruter le circuit de la récompense dans le cerveau. C'est très problématique pour un enfant de se réguler face à ça. Il faut que vous mettiez en œuvre un certain nombre de stratégies. Il faut que vous soyez en gros les prothèses du cerveau de votre enfant. Il faut que vous l'aidiez à se réguler face aux écrans. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, on sait quand même que ça peut avoir des effets sur le système en développement plus tard dans la vie. Alors, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que ça peut avoir finalement comme effet sur l'apprentissage, le fait d'apprendre des règles soit en présentiel, soit en vidéo? Je dirais que c'est une question fondamentale puisqu'on est en train d'introduire des innovations pédagogiques et qui portent en général sur le numérique. Et la première chose que tout le monde a fait, c'est de faire des MOOC, c'est-à-dire en gros de filmer un cours ou d'enregistrer un cours et se dire finalement ça produit la même chose. Et la question que ces auteurs se sont posées, c'est est-ce que ça produit réellement la même chose chez l'enfant de 6 ans? Donc vous reconnaissez peut-être cette tâche-là si vous avez déjà rencontré les tâches de flexibilité cognitive. Ici, c'est une tâche toute simple. L'enfant doit inférer des règles de classification sur la base de ce que lui montre l'expérimentateur. L'expérimentateur peut être soit en réel face à l'enfant, soit il est simplement filmé et l'enfant est face à un écran. Et le principe, c'est vous avez une première règle de classification sur la forme de l'objet, ou une règle de classification qui va changer à un moment, que l'enfant doit inférer. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez aussi classer sur la couleur, et donc cette tasse orange peut être classée sur le petit tas des objets orange. D'accord ? Donc ce qu'on regarde, c'est une tâche de flexibilité, c'est le nombre de persévérance de l'enfant sur la première règle, une fois que vous avez changé de règle de classification. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucune différence sur la capacité de l'enfant à apprendre. L'enfant, c'est les barres en d'histogramme en noir. Vous avez et pour les adultes, c'est en blanc. Donc il y a un effet développemental. Les adultes apprennent plus que les enfants. Néanmoins, si on compare les 2 colonnes de gauche par rapport aux 2 colonnes de droite, on voit qu'il n'y a strictement aucun effet d'apprendre sous forme vidéo ou en présentiel. On pourrait se dire, finalement, voilà, on a répondu à une première question. Ça revient strictement au même de regarder une vidéo, d'apprendre sur une vidéo versus apprendre en temps réel. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Si on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, et notamment au niveau du cortex moteur, vous savez que dans votre cortex moteur, vous avez déjà entendu sans doute parler des neurones miroirs, c'est-à-dire que si je fais ça, dans votre neurone là, en même temps, s'activent les neurones de votre cortex moteur qui sont impliqués dans la motricité de votre bras. Alors moi, si c'est mon bras gauche, en fait, c'est votre bras droit qui est activé. Enfin, c'est le cortex qui code pour votre bras droit qui est activé. C'est pour ça que c'est des neurones miroirs en miroir, d'une certaine manière. Donc on sait simplement, la question que se sont posées les auteurs, c'est de se dire, mais quand ils sont en train d'apprendre une règle, est-ce que ce réseau des neurones miroirs est activé de la même manière chez l'adulte et chez l'enfant? Et là, aux surprises, il y a quelque chose qui ne se passe pas de la même manière. C'est-à-dire que d'un point de vue comportemental, ils apprennent de la même manière, mais néanmoins, le réseau des neurones miroirs n'est pas activé chez l'enfant quand il voit une vidéo par rapport à quand il apprend en interaction de tutelle. Et là, on voit bien qu'effectivement, se poser la question des nouvelles technologies appliquées à l'éducation, il faut faire attention parce qu'on est dans un système en développement. Quand un adulte a déjà appris d'une certaine manière, son système des neurones miroirs est déjà à maturation, et quand il voit une vidéo, il va répondre de la même manière à quand il a quelqu'un en interaction sociale directe, alors que ce n'est pas le cas pour un système en développement. Donc on voit qu'il pourrait y avoir un effet, c'est-à-dire que si on passe au tout numérique, au tout dématérialisé, ça pourrait avoir un effet sur la maturation du système des neurones miroirs, et plus tard dans le développement, avoir des effets sur l'apprentissage. Donc quand on se pose la question du développement et de l'innovation pédagogique, il faut aussi se la poser comme ça. N'hésitez pas à m'arrêter. Il n'y a pas que du négatif dans tout ce que je vais dire. Vous allez voir, des fois ça marche, le numérique. Là, le principe est tout simple. On va regarder la reconnaissance, la capacité de reconnaissance des lettres visuelles, après soit de l'observation de ces lettres, soit un apprentissage actif. Alors un apprentissage actif, c'est typiquement former les lettres, c'est-à-dire faire des lignes d'écriture. Et on regarde comment va répondre, encore une fois, ce système des neurones miroirs, d'accord, ce système du cortex moteur. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, le fait d'apprendre la graphie, ça a un effet fondamental pour la reconnaissance des lettres présentées visuellement. C'est-à-dire que si j'ai appris à former les lettres, je reconnais d'autant mieux ces lettres-là. Donc on voit comment ce
ces neurones du système miroir, elles sont un aide pour l'apprentissage et un aide pour la reconnaissance, même la reconnaissance visuelle des lettres. On n'est pas en train de former les lettres, mais d'une certaine manière, le fait d'avoir appris à former les lettres a un effet potentialisant ensuite pour la reconnaissance de ces lettres. D'où l'idée, effectivement, que certains systèmes éducatifs, notamment dans les pays du Nord qui étaient passés au tout clavier, sont revenus à la graphie et ils sont revenus aux lettres manuscrites parce que d'une certaine manière, ils se sont rendus compte que ça avait un effet sur l'apprentissage et la reconnaissance des lettres. Donc se poser la question de l'innovation pédagogique, quel que soit le niveau, parce que là je vous parle vous verrez, on va complexifier ensuite en parlant de raisonnement, c'est le même problème qui va se poser. C'est-à-dire quand on introduit les nouvelles technologies, quel coût ça peut avoir et quel bénéfice ça peut avoir. Et il faut toujours essayer de regarder les deux côtés de la pièce. Alors, toujours dans le domaine de l'écriture, d'une certaine manière, là, la question que se sont posées les auteurs, c'est apprendre à écrire des lettres majuscules via une tablette avec enfin pas des lettres majuscules, pardon, des lettres script, via une tablette avec un stylet, via une tablette au doigt, ou alors faire ce qui est fait à l'heure actuelle dans les classes, c'est-à-dire les lignes d'écriture, qui est un peu la façon canonique d'apprendre les lettres. Le principe est le suivant. L'enfant apprend soit sur la tablette, soit il apprend sur une feuille papier-crayon, et ensuite, ils sont tous testés sur une feuille papier-crayon. C'est-à-dire qu'au bout du processus, c'est bien, ce qu'on évalue, c'est effectivement les capacités d'écriture. Les choses surprenantes, on apprend beaucoup mieux sur une tablette. Beaucoup mieux. Pas quand on a un stylet, mais quand on a directement le doigt sur la tablette, parce que le doigt sur la tablette, il y a un retour proprioceptif. Et il y a une deuxième chose très importante. On corrige en temps réel l'erreur motrice de l'enfant en train d'écrire la lettre. Et on sait que plus on est proche du moment où l'enfant fait l'erreur et le moment où on corrige cette erreur, plus l'enfant progresse. Donc là, on voit comment on peut utiliser intelligemment le numérique. L'idée, ce n'est pas de le proposer à tous les enfants, évidemment, mais c'est l'idée que pour pouvoir faire de la différenciation pédagogique, parce que par définition, on a 35 enfants par classe, une idée pourrait être d'utiliser le numérique pour les enfants qui ont plus de mal dans leurs apprentissages, pour les étayer d'une certaine manière, de pouvoir leur proposer des tablettes dans ce cadre-là. Oui, juste une question. Est-ce que la position de la tablette a une influence? C'est-à-dire position verticale ou position horizontale? Alors, tu changes les référentiels. Ça, clairement. Dans cette étude-là, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas mis les tablettes directement sur la table. Mais effectivement, tu as raison, les changements de référentiel peuvent expliquer une partie des choses. Mais encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment des changements de référentiel, ils sont tous testés sur une ligne d'écriture papier-crayon à la fin. Donc, ce n'est pas juste simplement le fait l'utilisation de la tablette vous permet d'être meilleur pour écrire sur une tablette. Vous devenez meilleur pour écrire sur, sur un test papier-crayon. Alors, Graphogame, vous avez peut-être entendu parler. Ça a été développé en Finlande par l'université d'Helsinki il y a maintenant 10-15 ans, une dizaine d'années. Il y a une grande étude qui est en cours, notamment à l'université d'Aix-Marseille, sur la validation en France de ce jeu qui permet d'aider l'enfant à faire des appareillements graphophonémiques, qui sont une partie importante de la lecture. Je ne vais pas revenir sur les problématiques des différentes méthodes pédagogiques d'apprentissage de la lecture, ce n'est pas l'enjeu ici. L'idée, simplement, retenez que quand on apprend à lire, effectivement, il y a deux grands réseaux dans le réseau de la lecture. Il y a un réseau qui est plus ventral, que vous voyez apparaître en vert, qui est le réseau qui est activé par les réseaux des lecteurs experts. En gros, quand vous avez rencontré beaucoup de fois un même mot, vous reconnaissez automatiquement la forme globale du mot. Donc, vous passez directement des aires visuelles de reconnaissance de la forme visuelle des mots et des lettres, et directement, vous allez accéder au sens en passant par le cortex frontal. Et puis, chez le lecteur novice, c'est une situation qui est un peu plus lente. On passe par les aires phonologiques du cerveau et par les aires du langage du cerveau pour déconstruire les phonèmes. Il fait de l'interférence pendant que je parle. On essaye effectivement, où notre cerveau va faire un appareillement entre le graphème et le phonème. Et donc l'idée de Graphogame, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, sachant cela, essayer de créer un jeu qui permettrait d'aider l'enfant dans ses premières étapes d'apprentissage de la lecture à faire un appareillement graphophonémique. Et donc, ce que montre l'utilisation de ce jeu, donc le principe toujours dans ces études-là, c'est que les enfants qui sont dans le groupe expérimental dans un premier temps passent dans le groupe contrôle dans le deuxième temps de l'étude. Comme ça, tous les enfants peuvent bénéficier, de l'intervention.
Et donc le principe, c'est que vous regardez, ce qu'ils évaluent ici, c'est la reconnaissance des lettres minuscules et des lettres majuscules. Les lettres majuscules sont représentées en traits pleins, les lettres minuscules en traits pointillés. Et le groupe en noir est le groupe qui participe dans le premier temps de l'étude à Graphogame et qui devient ensuite dans le deuxième temps de l'étude, c'est les enfants qui sont en gris qui passent dans le groupe expérimental. Donc vous voyez qu'ils apprennent tous au bout du processus, mais qu'effectivement l'utilisation de Graphogame peut être une aide à la reconnaissance des lettres. Testé aujourd'hui à Marseille, vous savez qu'il y a des différences de transparence dans les langues. Il y a des langues qui sont plus ou moins transparentes, c'est-à-dire que la transparence d'une langue, elle est directement liée au fait qu'un graphème est systématiquement associé au même phonème. Vous savez que le français n'est pas une langue très transparente. Alors, elle est beaucoup plus, par exemple, que l'anglais, mais ce n'est pas une langue très transparente. Et pour l'instant, ce que montre l'étude faite chez des enfants en France, c'est que Graphogame, c'est une aide, mais enfin, c'est une aide sur les, je crois, 3 premiers mois de l'apprentissage de la lecture. Ensuite, ça ne sert absolument à rien. Donc, encore une fois, le numérique, ça peut étayer, ça peut aider l'enfant à des moments de son apprentissage. Ce n'est pas, je dirais, l'alpha et l'oméga des nouvelles de l'éducation du 21e siècle. Il va falloir continuer à avoir de l'interaction de tutelle ou de l'interaction entre pairs ou de la classe inversée pour inventer l'éducation de demain. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ici, je vais juste vous montrer ça parce que c'est une des recherches qu'on mène en ce moment au laboratoire qui est sur... où est-ce que j'en suis? Non, ça va encore. Qui est une question que se pose une des chercheuses du laboratoire, qui est de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme remédiation cognitive pour des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage ou de la cognition numérique, donc des enfants qui sont dyscalculiques. Quand on regarde en IRM ce qui se passe pour ces enfants-là, quand ils résolvent des petites opérations arithmétiques simples du type 5 plus 9 égale 14, ce qu'on voit, c'est qu'ils utilisent en gros les mêmes zones cérébrales que ceux qui sont utilisés par les enfants typiques. La différence majeure, c'est qu'ils les recrutent beaucoup plus pour arriver au même niveau de performance, pour arriver aux mêmes compétences. Et la question que la collègue s'est posée, c'est de se dire, elle a d'abord développé une intervention tutorée 1 pour 1, 3 heures par semaine pendant 8 semaines. Donc vous imaginez qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir facilement développer dans la classe. Mais en tout cas, une intervention qui est basée sur ce qu'on sait de la façon dont le cerveau va traiter les informations numériques dans le cerveau. Donc elle a des petites activités qui vont renforcer les intuitions mathématiques. Il y a des petites activités qui vont renforcer la mémoire à long terme de petites opérations simples. C'est typiquement, si je vous demande de 3 plus 4, il est très peu probable que vous comptiez 3, 4, 5, 6, 7 pour arriver à la bonne réponse. Vous savez que 3 plus 4, ça fait 7. Donc elle entraîne tous ces processus-là pendant 8 semaines. Donc dans une interaction tutorée, et ce qu'elle observe, c'est que avant et après intervention tutorée de 8 semaines, elle a diminué de façon drastique la différence entre les enfants dyscalculiques et les enfants typiques dans leur développement en mathématiques. C'est-à-dire qu'on passe de D égale 0,9 à D égale 0,1, donc c'est la taille de l'effet. La taille de l'effet s'est réduite de plus de 90%. Et de façon beaucoup plus surprenante, elle a complètement normalisé le réseau qui est impliqué dans la résolution de petites opérations arithmétiques. Et donc l'enjeu de sa prochaine recherche, c'est de se dire, est-ce que je peux essayer d'imaginer un développement à grande échelle de ce mode d'apprentissage tutoré en utilisant la tablette? Parce que si on veut aller d'une certaine manière diffuser de façon large, on ne peut pas simplement s'arrêter à un projet tutoré. Mais peut-être que justement ce qui est le fondement même du fait que ça marche, c'est que c'est un tutorat 1 pour 1. Donc ça va être la vraie question qui va se poser pour elle. Et elle est en train de développer exactement le même projet d'intervention tutorée en maths avec des enfants qui viennent de niveaux socio-économiques défavorisés, parce qu'on sait que les enfants qui viennent de familles défavorisées, donc ici c'est des recherches qu'on fait sur les enfants de 7 à 10 ans, on sait que le niveau socio-économique a un effet sur la maturation cérébrale, notamment parce que quand vous vous développez dans des milieux défavorisés, le stress chronique est beaucoup plus important. Ce stress chronique in utero et ex utero va impacter la maturation cérébrale, notamment des structures cérébrales qui sont les plus sensibles au cortisol. Vous savez que le cortisol, c'est l'hormone du stress, et qu'un stress chronique augmente le taux de cortisol dans l'organisme et va impacter la maturation cérébrale de certaines structures. Et ça impacte quelle structure? L'hippocampe, donc la mémoire à long terme, le cortex frontal, donc notre système d'apprentissage de règles formelles dans le cerveau, et les zones du langage. Donc ensuite, vous comprenez pourquoi, quand on oriente les enfants venus de familles défavorisées sur la base d'un QI verbal, ça pose un léger problème. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de trouble des apprentissages, les enfants qui viennent de familles défavorisées. Ils ont, je dirais, un décalage dans la maturation de certaines zones de leur cerveau. Et arriver au bout du processus,
Ils viennent voir les gens en leur disant « mais je ne comprends pas pourquoi moi j'ai été orienté dans une classe spécialisée parce que je n'avais pas de trouble des apprentissages, je n'ai pas de handicap ». Donc il y a un vrai enjeu, d'une certaine manière, à penser comment on combat la pauvreté dans les écoles sur la base de ce qu'on peut savoir, effectivement, de l'impact du milieu dans lequel on se développe sur la maturation cérébrale et sur le développement du langage et des structures d'apprentissage. Donc elle est en train de mettre ça en place, on a eu un financement pour faire ça, et le problème c'est qu'effectivement, je vous dis ça maintenant, je n'ai j'ai très peu de données à vous montrer parce qu'un projet comme ça va nous prendre 5 ans. Donc vous comprenez aussi que je n'ai jamais que des questions à soulever et pas finalement tant de résultats à vous montrer parce que tout ça prend énormément de temps et qu'effectivement, il faut laisser du temps à cette recherche fondamentale de pouvoir se développer avant de pouvoir penser aux applications sur le terrain. Mais on peut déjà quand même alerter sur ce qu'on peut savoir des grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain. Si tu me permets, Grégoire, juste une observation à laquelle tu répondras bien évidemment avec le brio qu'on te connaît. Ce que tu décris est très souvent évoqué par des collègues enseignants, pas chercheurs forcément, psychologues, au registre des intuitions. Comment se fait-il qu'il ait fallu autant de temps pour passer du registre des intuitions au registre, on va dire, de l'optimisation de ces intuitions et de forme de vérification de données qui sont souvent empiriques et qui sont malgré tout omniprésentes dans la tête des enseignants. Ce que tu décris, je me fais l'avocat du diable, hein, pour beaucoup d'enseignants, une évidence, même si ce n'est pas aussi pointu que tu en fais état, c'est quand même une évidence. Comment se fait-il qu'on traîne des pieds comme ça depuis des décennies, ce que racontait Piaget d'ailleurs, pour essayer de donner, je dirais, un corpus scientifique et psychopédagogique à tout ça? Je pense qu'il y a une explication conjoncturelle, c'est que pendant très longtemps, les psychologues de développement ne se sont plus intéressés à l'éducation. Alors, j'ai cité les sciences de l'éducation, mais il y avait aussi une tendance inverse dans les gens qui faisaient de la psychologie de développement et des recherches fondamentales dans ce domaine, de dire « oulala, c'est trop appliqué tout ça, nous on fait des choses très fondamentales sur ces questions-là ». Et donc, d'une certaine manière, on n'investissait plus ces terrains-là. Donc je pense qu'il y a le temps, il y a aussi l'idée que oui, il y a des intuitions qui sont confirmées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas confirmées. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a ce balancier parfois entre les intuitions, les bonnes intuitions et puis des intuitions qui ne sont pas forcément confirmées. Par exemple, on pourrait parler des styles d'apprentissage ou des choses comme ça. Tu vois? Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que pour qu'on puisse d'une certaine manière faire avancer les choses, on a besoin du temps parce que la recherche, ça prend du temps. Et la recherche aussi, ça ne donne jamais de réponse en noir ou blanc. Ça donne toujours une réponse un peu en teinte de gris. Ça vous dit, dans ce contexte-là, ça fonctionne. Parce que tout ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, et je pense que c'est important que vous ayez ça aussi en tête, quelque chose qui marche très bien dans une situation très standardisée d'un laboratoire, est-ce qu'on peut réellement directement le transférer dans une classe? Est-ce que ça marchera dans une classe? On n'en sait rien. Donc on a besoin aussi d'avoir toute cette démarche, je dirais, d'évaluation, d'accompagner d'une certaine manière les équipes dans leur démarche d'évaluation, parce que les équipes pédagogiques, elles ont quand même une espèce d'injonction très paradoxale. On leur dit « auto-évaluez vos pratiques ». On leur a dit un jour comment auto-évaluer leurs pratiques? Ils ont été formés à l'ESP pour auto-évaluer leurs pratiques? Non. Donc ils sont dans une situation complexe. Donc c'est peut-être à nous, avec notre corpus de connaissances de psychologues, de leur dire on peut essayer de vous accompagner là-dessus. Alors je sais que vous êtes débordés, hein, je ne suis pas en train de vous dire il faut que vous fassiez tout ça et ça. Je dis dans l'idéal, si on pouvait, c'est comme ça qu'on devrait essayer de faire les choses, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner les équipes aussi dans l'évaluation de leurs pratiques, d'avoir peut-être à côté d'évaluations très objectives comme nous on peut en mener, des évaluations plus qualitatives parce qu'elles sont aussi nécessaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire de la recherche dans ce domaine-là, mais toutes ces approches-là, elles sont complémentaires et elles permettent d'avoir une vision plus large de ces problématiques-là. Et peut-être d'éviter, et pourtant je les adore et je travaille avec eux, ce qu'a pu faire la main à la pâte. La main à la pâte, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est cette association créée, soutenue par l'Académie des sciences. Georges Charpak, Georges Charpak, qui était prix Nobel de physique, donc c'était quand même un scientifique, qui a développé une intuition
alors basée sur une intuition en fait qui a été développée à Chicago, qui s'appelle la hands-on pédagogie, l'idée qu'on apprend en faisant, notamment en sciences, et que quand on place l'enfant dans des situations de conflit cognitif, on fait émerger le concept scientifique. Il a développé tout ça en France, et on a fait comme on fait en France d'habitude. On a généralisé à 10 000 classes, personne n'a évalué l'apport pédagogique de la main à la pâte. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas, en soi j'y crois, je pense que ça marche mieux qu'une pédagogie plus classique. Mais tout d'un coup, les scientifiques, parce qu'ils se sont intéressés de pédagogie, ont complètement oublié leur démarche scientifique. C'est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on marche un peu sur la tête. Donc je pense qu'il faut réintroduire un peu un temps long aussi dans ces questions-là. C'est-à-dire de se dire, bon ok, on essaye une intervention pédagogique, ça semble marcher. On essaye un nouveau mode d'orientation, ça semble marcher. On prend le temps d'évaluer est-ce que ça marche réellement et ensuite on généralise, on ne fait pas l'inverse. On colporte souvent nous-mêmes des représentations un petit peu discutables. Que penses-tu par exemple du modèle des intelligences dites multiples? Est-ce que la recherche nous confirme que c'est une structure tout à fait pertinente du fonctionnement du cerveau humain, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui ne repose que sur justement de fausses intuitions? Alors, les intelligences multiples en tant que telles, c'est une théorie développée par Howard Gardner. Le problème de cette théorie, c'est qu'effectivement, il n'a jamais, ça ne correspond pas, ça n'a pas le même niveau de preuve que le type de théorie de l'intelligence qu'a pu développer Cattell, Horn et l'ensemble des grands modèles de l'intelligence humaine, avec ce facteur général d'intelligence, pas de facteur général, et ainsi de suite, ou Thurstone, et toutes ces différentes théories de l'intelligence. Donc c'est une des limites des intelligences multiples. Maintenant, si c'est une des entrées pour faire rentrer les sciences cognitives dans la communauté pédagogique, pourquoi pas? C'est-à-dire que les intelligences multiples, oui, on sait tous en tant que psychologue que de toute façon, intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est d'accord ici dans cette salle. Si je vous demandais de définir l'intelligence, vous auriez chacun une définition différente de l'intelligence. J'aime beaucoup, moi, la définition de Piaget, qui est l'adaptation ultime du système biologique à son environnement. Je pense que c'est ça, d'une certaine manière, c'est d'être adaptable, de s'adapter, d'être flexible. Je pense que c'est ça plutôt l'intelligence, si on devait la caractériser comme ça. L'idée, c'était simplement de pointer du doigt le fait que quand on parle d'intelligence, on parle souvent d'apprentissage de règles formelles, mais que l'intelligence, c'est aussi les apprentissages socio-émotionnels, c'est aussi l'intelligence, d'une certaine manière, de l'appétence pour certains domaines artistiques, et que ça permet de remettre au centre du jeu cette idée que finalement l'intelligence, c'est pas simplement la transmission d'un certain nombre de connaissances, mais que c'est aussi un certain nombre de savoir-faire, que c'est un certain nombre aussi de savoir-être, et que ça, c'est, je dirais, l'apport des intelligences multiples. Donc, quand on me dit venez faire une conférence sur les intelligences multiples, généralement je viens, je leur dis moi je ne crois pas aux histoires d'intelligence multiple, moi je parlerais plutôt de style cognitif ou de style socio-émotionnel, parce que ça c'est le vocabulaire qu'on utilise dans notre discipline. Moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir comment ces différents processus, ces différentes fonctions vont interagir les unes avec les autres pour produire le développement cognitif et socio-émotionnel. Mais c'est jamais qu'une entrée, je dirais, à la rigueur. N'ayons pas peur de rentrer des fois par une entrée qui paraît être effectivement un peu un mythe ou quelque chose qui n'est pas complètement vérifié, pour ensuite apporter du concret aux équipes pédagogiques. Bien, si vous en êtes d'accord, on te laisse finir ta présentation sur une dizaine de minutes maximum, de telle sorte que la parole circule dans la salle. Tout à fait. Je vais reprendre deux choses, parce qu'on a parlé, ce matin, vous avez un peu parlé, il me semble, je suis arrivé vers 11h, hein, donc un peu avant 11h, donc j'ai entendu parler un peu de jeux vidéo, donc je voulais juste revenir là-dessus rapidement, et puis vous dire aussi qu'à côté de tous ces processus très spécifique à chacun des apprentissages fondamentaux. Donc vous êtes en train de vous dire, mais il n'a pas arrêté de nous dire que les sciences cognitives, ça servait à autre chose qu'aux apprentissages fondamentaux. Il nous a parlé que de lire et écrire. Donc je vais essayer d'ouvrir un peu le débat et vous montrer par exemple qu'il y a des jeux qui ont été développés pour augmenter les capacités de la mémoire de travail. Alors vous savez que la mémoire de travail, c'est un des prédicteurs de la réussite scolaire. La mémoire de travail, comme on est entre psychologues, vous savez tous ce que c'est. Donc cette mémoire qui dure une trentaine de secondes, qui est en gros l'atelier de notre cerveau et qui nous permet effectivement, qui est très impliqué dans la résolution de problèmes. Il y a toute une littérature sur cette question de est-ce que des entraînements à la mémoire de travail ont des effets positifs sur les apprentissages scolaires? Est-ce que ça se transfère? Je dirais que pour l'instant, la question c'est oui, non, personne ne sait vraiment. Il y a des études qui semblent suggérer qu'effectivement ça se transfère de façon assez massive, notamment sur des tests d'intelligence fluide comme les matrices de Raven.
il y a plein d'autres recherches qui montrent que c'est absolument pas le cas. Donc on est un peu entre les deux. Donc je pense qu'il faut juste nous, en tant que communauté, faire un peu attention de dire, voilà, ça nous permet aussi de débugger certaines idées dans la communauté. C'est type brain gym. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si on l'entraîne, il va devenir super gros. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche un cerveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais par contre, on peut peut-être essayer d'imaginer quelles pourraient être des remédiations qui permettent d'entraîner non pas des processus très spécifiques à chacun des apprentissages, mais des processus beaucoup plus transversaux, comme l'attention, comme la mémoire de travail, comme ces capacités de contrôle de soi, parce qu'on sait qu'ils sont très importants pour la réussite scolaire à tous les niveaux du cursus. Ce n'est pas vrai uniquement pour le primaire. Jeux vidéo et capacité cognitive, j'ai entendu des choses ce matin et je me disais, c'est intéressant parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a effectivement des effets extrêmement positifs des jeux vidéo sur certains processus cognitifs et même sur certains processus socio-émotionnels, mais c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire que c'est les pires jeux vidéo de notre point de vue de parents et de psychologues qui produisent les effets les plus bénéfiques pour l'intelligence fluide et pour le système attentionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez le pire jeu vidéo, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, Doom, ça vous dit quelque chose. En gros, tirer sur des monstres et essayer de tuer le plus de monde, c'est ce qui marche le mieux d'une certaine manière pour améliorer votre attention sélective. Attention sélective dont on sait qu'elle est critique pour la réussite scolaire. Donc là, il y a une espèce de double paradoxe. Évidemment, on ne va pas s'amuser à mettre les adolescents ou les jeunes enfants devant des jeux hyper violents. Néanmoins, il semble que c'est ce qui marche pour essayer de développer certains systèmes cognitifs comme ou tout simplement le raisonnement visio-spatial. Donc on est dans une espèce d'injonction un peu paradoxale, c'est-à-dire que oui, on ne va pas mettre tous les enfants devant des jeux vidéo violents et néanmoins, ça marche par exemple beaucoup mieux que de jouer aux Sims. Donc réfléchissez à ça. Bon, je voulais juste finir sur vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire nous avec le numérique au laboratoire. Je vais vous faire 2 vignettes et puis après je m'arrête. Une première vignette parce qu'on a aussi beaucoup travaillé chez les adolescents. Une première vignette qui est d'une certaine manière, est-ce qu'on peut utiliser le numérique et notamment les tablettes. Alors vous savez qu'il y a eu un grand plan numérique qui a été annoncé par le dernier président. Donc il va y avoir des tablettes dans chacune des classes du pays. Alors c'est pas tout à fait le cas. Mais on s'était dit, et on avait commencé la démarche comme ça, on s'était dit, nous on sait que d'une certaine manière, les capacités de contrôle de soi, des capacités de résistance cognitive, dans une communauté de psychologues, je peux utiliser le terme ONI dans la communauté pédagogique d'inhibition, mais c'est une inhibition cognitive positive qui produit d'une certaine manière du développement cognitif. On s'était dit, est-ce qu'on peut arriver à entraîner cette capacité de résistance cognitive ? Et puis, on s'est dit, on va essayer de l'entraîner sur tablette, parce que s'il y a une tablette dans chacune des classes pour chaque élève, ils vont utiliser les tablettes plutôt pour les savoirs, pour les apprentissages fondamentaux. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, en parallèle à la maison, essayer d'entraîner ces capacités de résistance cognitive sur tablette, parce qu'on sait qu'elles sont importantes pour un certain nombre d'apprentissages scolaires. Je vais aller vite. Typiquement, si je vous dis un stylo et une gomme coûtent 1,10 €, le stylo coûte 1 € de plus que la gomme, combien coûte la gomme ? Vous me dites ? Alors, je fais autrement. Qui dit 10 centimes ? Levez la main. Non ? Alors, c'est quoi la bonne réponse ? Ok, 0,5. Vous la connaissiez, c'est ça ? Ah non, vous êtes très malin. Bon, écoutez, d'habitude, ça marche. Hein. Alors, donc, quand c'est pas des psychologues, ça marche. On va dire les choses comme ça. Cela dit, j'ai testé ce même type de problème sur une communauté de 150 jeunes inspecteurs stagiaires. Je peux vous dire qu'un seul a trouvé la bonne réponse et les 149 autres étaient sur une réponse erronée qui était donc bien évidemment intuitive et heuristique. Mais je vois que tout le monde n'est pas complètement persuadé que c'est 5 centimes la bonne réponse. On peut partir de l'erreur 10 centimes. Si elle coûte 10 centimes et que le stylo coûte 1 € de plus, le stylo coûte 1,10 €, 1,10 € plus 10 centimes, ça fait 1,20 €. Donc 5 centimes, c'est la bonne réponse, vous verrez, vous pouvez y réfléchir. Et typiquement, ça implique un automatisme qui a été créé de façon assez systématique. Dès que vous entendez plus que, vous avez envie de faire une soustraction. Dès que vous entendez moins que dans ce contexte, vous avez envie de faire une addition. Sauf que ça ne marche pas dans ce contexte-là. D'ailleurs, l'IA IPR qui avait donné la bonne réponse, c'est un IA IPR de maths qui n'avait pas répondu intuitivement, mais qui avait posé l'équation. Juste une question en forme de boutade. Doit-on s'inquiéter que autant d'inspecteurs ne soient pas conscients des biais d'un problème ? Je réponds pour lui. Oui. J'ai le droit à un joker. Ouais, voilà. Moi, je revendique le droit à un joker.
Non, c'est pas inquiétant parce que finalement, c'est notre système de rationalité humaine fonctionne comme ça. On est des êtres. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire une présomption de rationalité chez l'humain. Néanmoins, dans certains contextes, si on crée un contexte particulier, vous allez faire des erreurs systématiques. Ce qui permet, d'une certaine manière, d'aller dire aussi aux professeurs et à la communauté pédagogique, mais vous savez, l'erreur, on fait tous des erreurs, même dans des situations qui paraissent extrêmement simples et qui sont basées directement sur des situations scolaires assez classiques. Typiquement, Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? L'enfant a, lui, un autre automatisme qu'il a créé pendant les années précédentes de sa scolarité. Quand il entend plus, il fait une addition. Quand il entend moins, il fait une soustraction. Donc quand vous lui dites Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien de billes a Paul? Ils vous disent 25. Sauf que ce n'est pas la bonne réponse ici. Oui, je suis certain. C'est 15 la bonne réponse. Par contre, si vous posez le problème de la façon suivante, Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de billes a Julie? À ce moment-là, il ne se trompe pas. Donc c'est juste la formalisation du problème qui crée le piège. Sauf que quand on fait une évaluation avec l'enfant, on utilise toujours un problème piège. Depuis Piaget, on utilise toujours des problèmes pièges pour tester le système de connaissance des enfants. Sauf que ces systèmes pièges, par définition, ils impliquent un conflit entre un système heuristique de stratégie, d'automatisme qu'on a créé pendant les précédents apprentissages versus un système de raisonnement logique. Donc, vous évaluez aussi la capacité de l'enfant à résister à ces automatismes. Alors, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi des effets d'ordre. Si vous commencez par un problème piège, vous êtes beaucoup moins à l'aise pour résoudre un problème non piège. Et donc, on a montré ça, je ne vous montre pas tout ça, dans plein de situations différentes. Par exemple, sur la comparaison de fractions qui ont des numérateurs communs. Jusqu'au collège, c'est encore le cas, hein, pour tester des sixièmes et des cinquièmes. Quand vous leur demandez si 7 cinquièmes, c'est plus grand ou plus petit que 7 quarts, vous en avez plein qui vous disent que 7 cinquièmes, c'est plus grand que 7 quarts. Parce que 5, c'est plus grand que 4 et qu'ils utilisent les propriétés des nombres entiers et qu'ils les transfèrent au nombre rationnel. Donc là, je dirais, la programmation pédagogique fait naître des erreurs. De la même manière, ils considèrent que 1,5, c'est plus petit que 1,432, parce que 432, c'est plus grand que 5. Il y a plus de chiffres, donc c'est un nombre plus grand. Ou la confusion des lettres en miroir, BD, ou une erreur qui perdure dans d'autres formes plus tard chez l'adulte, les erreurs d'orthographe du type « je les mange » avec l'enfant qui met un S à mange. Et ça, c'est typiquement les professeurs ou les parents qui, à un moment, comme ils en avaient ras-le-bol que l'enfant oublie la marque du pluriel sur les noms, il lui dit bah, « c'est simple, quand il y a les, tu mets un S au mot qui suit ». Ouais, super. Sauf que vous ne lui avez pas dit que ce n'était pas une règle d'orthographe, que c'était juste un truc pour pas qu'il oublie la marque du S. Donc lui, c'est très simple à généraliser, donc il a généralisé dans toutes les situations. C'est encore pire si vous mettez pilote. Hein. Si je les pilote ou je les asperge, là, mettez tous un S. Donc ici, on a montré que dans toutes ces situations-là, pour éviter ce type d'erreur, l'enfant et l'adolescent doivent apprendre à résister à différents types d'automatismes. Je passe là-dessus aussi. Donc la question, c'est, on s'est dit, est-ce qu'on peut entraîner cette capacité de résistance aux automatismes? Donc on a un projet au laboratoire dans lequel les enfants et les adolescents, les adolescents avaient entre 16 et 18 ans, les enfants avaient entre 9 et 10 ans. Ils viennent une première fois au laboratoire, ils font toute une batterie d'imagerie dans laquelle on va regarder l'imagerie fonctionnelle dans le cerveau, l'imagerie structurale, on va regarder aussi la connectivité entre les différentes zones du cerveau. On fait toute une batterie de tests classiques en psychologie et de batterie de connaissances scolaires, plus on fait aussi un prélèvement génétique via le crachat de salive. Et puis on a différents groupes, on a un groupe contrôle et puis un groupe d'entraînement à la résistance aux automatismes et un groupe d'entraînement à la pleine conscience. Parce que l'idée aussi, c'est que la pleine conscience est en train de se développer dans un certain nombre d'établissements, avec l'idée que ça pourrait avoir des effets bénéfiques. Il y a des méta-analyses qui semblent suggérer qu'effectivement ça peut avoir des effets bénéfiques pour les apprentissages scolaires. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ça a des effets bénéfiques? Est-ce que ça joue par exemple sur le système attentionnel et que parce que ça joue sur le système attentionnel, ça a des effets d'une certaine manière sur les apprentissages scolaires? Et puis ensuite, ils reviennent au laboratoire, c'est classique en psychologie des apprentissages, pré-test, post-test, 2 conditions d'apprentissage. Donc là, typiquement, vous voyez que c'est un des enfants qui se prête à nos expériences. C'était sur la plateforme de Caen, on les entraîne, on leur fait tout un cours sur leur cerveau. Il y a aussi toute une expérience pédagogique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand ils sortent d'une certaine manière de cette expérience, ils ont appris plein de choses sur leur cerveau. Ils sont très contents d'ailleurs d'apprendre des choses sur leur cerveau, parce que je rappelle quand même qu'on introduit les premières choses sur le cerveau à partir de la 4e. Je soulève juste ce petit problème en termes sur les programmes. On peut s'étonner que les enfants savent comment marche leur type digestif en sortant du primaire, mais pas leur cerveau. Ils utilisent quand même leur cerveau tous les jours à l'école.
et qu'on peut tout à fait leur en parler dès la maternelle. Donc, et comme on sait que, vous le savez, vous, en tant que psychologue, quand on parle du cerveau aux enfants et qu'on leur dit qu'il est plastique, ça change leur conception implicite de l'intelligence et ça a des effets extrêmement bénéfiques sur leurs apprentissages. Donc là, il y a un enjeu, c'est très facile à faire. C'est pas très difficile à faire et très honnêtement, on peut tout à fait parler facilement du cerveau aux enfants. Je ne recite pas Piaget 49 qui disait déjà Exactement. la même chose. Qu'est-ce qu'on observe? Je vais vous présenter juste les 2 premiers résultats qu'on a. Le premier résultat, c'est que si vous vous entraînez à résister à des automatismes, alors sur une tâche très simple, vous connaissez tous la tâche de Stroop-Couleur, vous savez, bleu écrit en rouge. Donc ils font ça pendant 5 semaines, 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, que ce soit chez les adolescents ou chez les enfants. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on change le degré d'activation du réseau qui est impliqué dans la résistance aux automatismes. Donc on voit que ça a un effet. Ça, vous me direz, heureusement, c'est-à-dire que si vous les entraînez pendant 5 semaines là-dessus, que ça ne change rien dans leur cerveau, et que vous nous avez dit qu'il était super plastique, le cerveau, on se poserait des questions. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que quand on est dans un protocole qu'on appelle de repos, c'est-à-dire qu'on demande simplement à l'enfant de rester allongé dans l'IRM et qu'on regarde l'activité spontanée du cerveau, on trouve aussi des modifications dans le réseau qui est impliqué dans la résistance aux automatismes, quand l'enfant ne fait rien. Donc on voit que s'entraîner pendant 5 semaines sur la résistance aux automatismes, ça change d'une certaine manière le fonctionnement cérébral et potentiellement ça peut donc se transférer à un certain nombre de situations scolaires. Mais c'est encore ce qu'on est en train d'évaluer. Et puis simplement, je voulais vous montrer ça parce qu'on parle beaucoup du genre, et effectivement le genre à l'adolescence, c'est quand même une période critique. Il y a une entrée à l'adolescence dans l'adolescence qui est souvent plus tôt chez les filles que chez les garçons. Et nous, quand on regarde effectivement les mécanismes neuroplastiques impliqués dans la réceptivité aux apprentissages, à la résistance aux automatismes, on observe qu'ils sont âge et genre spécifiques. C'est-à-dire que ça marche, par exemple, très bien chez les garçons, chez l'enfant, mais ça marche beaucoup mieux chez les filles à l'adolescence. Donc il y a une espèce de shift aussi à l'adolescence au moment de cette période critique. Et quand on regarde, je sais pas du tout, il n'y a pas besoin de vous donner les spécifiques, mais quand on regarde les mécanismes neuroplastiques, c'est-à-dire d'augmentation de l'épaisseur corticale ou d'augmentation de la surface de certaines zones cérébrales, on a des effets qui sont genre et âge spécifiques. Donc il semble que, comme pour la maturation cérébrale, la neuroplasticité, elle est sous-tendue par des mécanismes qui sont genre et âge spécifique. Donc ça pose aussi la question de quand est-ce qu'on introduit ces interventions pédagogiques et quand est-ce qu'on a en gros comment on fait aussi pour combattre les stéréotypes. Alors juste une chose, ce matin vous parliez de l'implication des femmes dans la création de jeux vidéo. Je vous rappelle juste que Fortnite, ça a été créé par une psychologue française. Donc elle était psychologue et française. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est Fortnite. Je vous conseille d'aller regarder. Vous allez voir, ça aurait pu être créé par un homme, là il n'y a pas de problème. Non, mais c'est un jeu de combat, il se tire dessus et il faut être le dernier sur la carte en ayant tué tous ses opposants. Donc bon, on ne peut pas dire que là, c'est pas très genré d'une certaine manière. Juste vous montrer une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique? Le numérique, ça permet aussi de rapprocher les communautés, même si peut-être qu'il ne faudrait pas parler comme ça, mais ça nous permet, par exemple, nous, au laboratoire, de se rapprocher des classes. Il y a une difficulté particulière quand on a un laboratoire de recherche. Dans mon laboratoire, on est 13 enseignants-chercheurs. Alors, on a plein de doctorants, mais on reste que 13 enseignants-chercheurs. Essayer de mailler tout le territoire, c'est compliqué. D'où l'idée qu'on a avec Jean-Pierre d'essayer de trouver des relais, des assembleurs, des gens qui peuvent porter les messages. C'est pas en vous disant quel message porter, mais c'est vous de vous intéresser à ce qui est en train de se faire dans les laboratoires, peut-être pour aller diffuser auprès de la communauté éducative. Et j'insiste sur l'inverse aussi. Nous, on a besoin des remontées du terrain. Ça fait 15 ans qu'on a des groupes formation-action dans lesquels les professeurs sont libérés de leur temps classe pour venir travailler avec nous. Et il y a plein d'expériences qu'on a menées au laboratoire qui sont des idées qui viennent du terrain. C'est-à-dire que nous, par définition, les erreurs systématiques commises par les élèves, on ne les connaît pas. Et de façon paradoxale, quand j'ai dit à Léa cette année, j'aimerais vraiment qu'on poursuive ce laboratoire. Donc on a un laboratoire pédagogique en ligne. Je leur ai dit, ça serait bien qu'on l'ouvre au collège et au lycée. Ils m'ont dit, mais pourquoi il y a de la pédagogie au lycée et au collège? Oui, a priori, même à l'université, vous savez, c'est encore des élèves qui sont en train d'apprendre. Donc a priori, on peut avoir un questionnement pédagogique. Et peut-être que c'est à nous aussi de porter cette discussion-là, puisqu'on voit que c'est vrai qu'on est très centré sur le primaire. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une visioconférence
justement, le numérique nous a permis de faire une chose, une visioconférence interactive sur le cerveau. On avait 160 classes de cycle 1, 2 et 3, 4000 élèves, et plus de 800 questions ont été posées en 1 heure. Donc il y a une vraie appétence des enfants. Et on est capable, c'était un peu un tour de force, parce qu'on a parlé de la maternelle jusqu'au 6e. Donc on a parlé à tous ces enfants en même temps, mais on a réussi à leur faire passer quelques informations sur leur cerveau, le fonctionnement de leur cerveau. Ensuite, on a fait... Et là, c'était réellement une tâche faite par les professeurs dans leur classe, une cartographie des erreurs récurrentes observées dans les classes. Et c'est eux qui ont remonté toutes ces informations via cette plateforme collaborative. Et puis la deuxième étape, c'était de se dire, mais est-ce que finalement, on a utilisé la tablette, mais on n'est pas obligé d'utiliser une tablette pour entraîner des capacités de résistance aux automatismes. Il y a plein de situations scolaires qui demandent et qui entraînent justement cette résistance cognitive. Et donc, on a fait un protocole, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est-à-dire qu'on a formé les professeurs à la méthode expérimentale. On leur a expliqué pourquoi c'est important d'avoir un groupe contrôle, un groupe témoin, quand on fait de la comparaison et quand on essaye d'évaluer une intervention pédagogique. On a fait un pré-test en faisant un Stroop avant apprentissage, un Stroop après apprentissage, et ils ont créé dans leur classe 2 sous-groupes, l'un qui s'entraînait à la résistance aux automatismes et un autre qui faisait exactement le même jeu, mais sans la composante résistance aux automatismes. Donc ils jouaient tout simplement à des jeux comme 1, 2, 3 Soleil, ils jouaient à Ni oui ni non, ils jouaient à Jacadi, ils ont joué à Bataflash, qui sont des jeux de société. Il y a plein de jeux de société qui entraînent finalement ces capacités de résistance aux automatismes. Et ensuite, ils ont fait eux-mêmes passer les tests dans la classe et ils nous ont remonté les données. Et on a donc pu observer, est-ce qu'il y avait un gain d'apprentissage dans le domaine du Stroop qui était plus important chez le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Mais encore une fois, nous, on a simplement donné le matériel. Les profs se sont saisis eux-mêmes de faire l'expérimentation. Ouais, j'arrête juste là. Et juste pour vous dire que si on regarde les items congruents du Stroop rouge écrit en rouge, par exemple, vert écrit en vert, on n'a aucune différence entre les deux groupes. Quand on regarde les items incongruents, on a une progression qui est plus importante dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Donc ça marche. Ça marche et ce n'est pas nous qui avons fait l'expérience, c'est les profs eux-mêmes. Donc on est capable de répliquer des résultats qui sont issus de la littérature, qui avait déjà été montrée par Adele Diamond dans les années 2000. On est capable de le faire, mais cette fois-ci, c'est plus les expérimentateurs qui le font. On peut le faire via une recherche collaborative et participative avec les professeurs sur le terrain. Donc ça nous permet aussi de faire ça le numérique et vous dire qu'on travaille aussi sur quelque chose qui va intéresser forcément, qui va vous intéresser dans les années qui viennent, c'est le problème des fausses informations, des fake news, de l'éducation aux fake news. Il n'y a aucune littérature aujourd'hui sur les problématiques des fake news à l'adolescence et notamment du développement de la problématique de l'évaluation de qu'est-ce que c'est qu'une fausse information. Il y a tout un champ de recherche à créer autour de cette question-là, qui est fondamental à l'adolescence, notamment parce que c'est le moment où ils rentrent en interaction avec le numérique de façon extrêmement forte et qu'ils n'ont pas forcément les systèmes de valeurs qu'on peut avoir sur la qualité, sur la pertinence et la robustesse des sources d'information. Et donc là, il y a tout un travail à faire et on travaille avec l'IMPACT notamment autour de l'esprit scientifique et l'esprit critique dans lequel on essaye de valider en utilisant exactement le même protocole, pré-test, post-test de groupe, sur essayer de valider justement leur manuel d'apprentissage à la pensée critique. Voilà, j'ai fini. Merci, Merci beaucoup. Grégoire. Bravo. Alors, on va faire circuler un micro s'il y a des questions. Oui, merci pour votre intervention. Une petite question. Vous disiez au tout début de ce qu'il fallait retenir, c'est que le cerveau peut évoluer jusqu'à 25 ans. Et ensuite, vous nous disiez qu'il y avait en 2014 une recherche qui disait qu'en présentiel, les neurones miroirs étaient plus activés que devant un écran, par rapport à une recherche de Moriguchi et Hiraki. Quid des étudiants à l'université qui ont de plus en plus de cours en non présentiel devant des vidéos? Quel effet on peut imaginer que ça peut donner sur des jeunes qui sont en master, qui ont des cours de plus en plus en vidéo? Et du coup, ils ont des neurones miroirs qui sont moins activés, j'imagine. Donc, est-ce qu'ils sont moins bien formés? Enfin, c'est une question. Je pense que vous soulevez une vraie question pour la problématique de l'université française. Comment on fait face au choc démographique? Parce que la question, elle est là aussi. Moi, je dirige le master, donc je vois bien la problématique qui se pose et qui s'y pose. Et effectivement, le recours massif au MOOC, dont on sait qu'il ne fonctionne pas, il faut être très clair, les MOOC, ça ne fonctionne pas. L'hybridation, ça fonctionne. Si on fait des modules de e-learning, on arrive effectivement
à faire passer un certain nombre de concepts, mais ça ne doit jamais être que de l'hybridation, c'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir du présentiel. Et je rebondis sur ce que vous disiez, je ne sais pas si leurs neurones miroirs ne s'activent pas, parce qu'effectivement, ils sont quand même au bout, et même si la maturation, elle continue jusqu'à 25 ans, ce que je vous ai montré, la comparaison qui a été faite entre les enfants de 6-7 ans versus les adultes, c'était des adultes qui avaient entre 18 et 21 ans. Donc, eux, ils activent quand même leurs neurones miroirs. Donc, c'est jamais en tout ou rien. Vous savez très bien que c'est toujours une gradation. On est en psychologie, dans le cerveau humain, tout se fait en gradation. Mais je suis d'accord avec vous, ça pose une vraie question. Je ne crois pas du tout à la dématérialisation complète. Il faut forcément que ce soit de l'hybridation, c'est-à-dire du présentiel et parfois, parce qu'on en a besoin, parce que les amphithéâtres, c'est des amphithéâtres de 500 places, et il y a 700 ou 800 étudiants. Il y a aussi, je dirais, une réalité du terrain qui nous oblige, d'une certaine manière, à utiliser l'hybridation. Mais l'idée, c'est de l'utiliser de façon pertinente, c'est-à-dire de dire, OK, très bien, on fait une partie du cours magistral. Très honnêtement, il y a une partie du cours magistral, on ne fait jamais que de la transmission de connaissances que les étudiants pourraient très bien lire dans un chapitre. Par contre, il faut maintenir les TD, il faut continuer à travailler avec eux, il faut continuer surtout à se poser la question de qu'est-ce que c'est l'université aujourd'hui ? Quelles sont les missions de l'université ? Est-ce que les missions de l'université, ce n'est pas aussi d'apprendre à nos étudiants à penser de façon critique le monde ? Donc ce petit module de pensée critique, j'essaye aussi de le développer à l'université parce que je pense que ça pourrait servir à nos étudiants aussi. Oui, moi j'avais une question sur les expériences que vous nous avez montrées, qui sont, d'après ce qu'on a vu, qui étaient évidemment des extraits, des apprentissages solitaires, et avec donc des tests sur des tâches qui étaient effectuées donc individuellement. Or, en classe, on apprend sous le regard des autres et en interaction avec les autres. Donc, comment prendre en compte cette complexité dans les recherches ? Ouais, je pense que vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas pu aborder cette question-là du contexte social des apprentissages. Je pense que c'est assez fondamental et qu'il y a cette tradition-là aussi à faire revenir dans les neurosciences cognitives. C'est-à-dire que pendant longtemps, les neurosciences cognitives se sont je dirais, intéressées à un cerveau individuel qui apprenait seul. Et c'est évidemment pas le cas. Un cerveau, ça se développe dans une culture, dans un contexte social d'interaction forte. Par exemple, on a tout un pan de recherche du laboratoire qui porte sur ses capacités de régulation émotionnelle à l'adolescence, où on voit que le simple fait d'être dans des contextes sociaux d'interaction, soit avec un adulte, soit avec un père, change complètement les capacités de régulation émotionnelle des étudiants. Donc évidemment, prendre en compte le contexte, c'est fondamental. Mais il faut aussi comprendre que nous, on a besoin d'avancer pas à pas. La première étape, c'est d'essayer de comprendre quelle est la loi générale de l'apprentissage X ou Y dans tel contexte, et ensuite, il faut s'intéresser à comment elle est modulée par le contexte social. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, c'est jamais qu'une première étape, et vous avez raison, sur le numérique, il y a tout cet aspect aussi collaboratif, qui est peu ou pas étudié dans ce que je vous ai présenté ici, mais qui sont aussi potentiellement bénéfiques pour les apprentissages de l'enfant et de l'adolescent. D'autres questions ? Alors dans ce cas, je vais me permettre d'en poser une. Ah. Alors, ma question, je la pose. On est bien dans le contexte scolaire. Vous nous avez parlé de connaissances, d'apprentissage. Or, à l'adolescence, les jeunes que l'on rencontre, dans le second degré, dans le supérieur, sont confrontés à autre chose qui est le choix et la prise de décision. Vous avez dit que vous considériez que, je l'ai noté, il y avait une présomption de rationalité du fonctionnement cognitif, voilà. Des auteurs, il y a un auteur, mais c'est un philosophe et économiste, Jean Elster, qui longtemps a cru à la rationalité des acteurs, mais qui maintenant dit bah non, c'est un peu plus compliqué que ça, voire même il y a des théories liées à la psychologie quantique qui dit que c'est un peu plus compliqué que ça, le raisonnement humain. Or, je pense qu'on est dans un système qui est sur une présomption de rationalité de la prise de décision chez les adolescents. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de votre place. Alors, je pense que les deux positions ne sont pas antinomiques. Ce que j'essayais simplement de dire, c'est que la position de Kahneman, c'est de dire on est tous biaisés, on fonctionne tous avec notre système 1 et on n'est que système 1. En gros, on n'est qu'un système d'heuristique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on est quand même toujours capable d'en faire appel à notre rationalité, que si dans les situations idéales, optimales, comme disait Fischer par exemple, on est capable de faire appel à notre rationalité, mais néanmoins les contextes nous biaisent, et nous biaisent de façon
extrêmement forte. Et à l'adolescence, encore plus fort, puisqu'on a, je dirais, des contextes qui rentrent en compétition les uns avec les autres. On a le contexte familial qui dit quelque chose pour l'orientation. On a le contexte des pairs qui dit autre chose pour l'orientation. Et en plus, ils ont un défaut d'information sur quel est réellement ce qu'ils vont faire ensuite. C'est-à-dire que moi, je suis très surpris de voir, puisque je suis de l'autre côté de la barrière, quand je les reçois à l'université, leur défaut de représentation de ce qu'est la psychologie, ou que ce que peut être la psychologie de façon différenciée à l'université Paris 7 ou à l'université Paris Descartes. Et que je pense que, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas d'irrationalité chez l'adolescent, mais je pense qu'on peut quand même travailler avec eux autour de leur mode de représentation, et c'est le travail que vous faites justement. Donc ils sont quand même capables de rationalité, c'est ça que je veux dire. Ma question, c'était plus sur les mécanismes de prise de décision. Ouais. Alors sur les mécanismes de prise de décision, il n'y a pas de... Je dirais qu'il y a... alors c'est amusant, j'ai reçu un mail à ce propos ce matin de quelqu'un qui me disait on va régler le problème de l'orientation en utilisant les nudges. Donc, les nudges, vous savez, c'est la théorie, c'est un peu comme dans les nuages de canards qui volent, et en fait, ils se replacent en se donnant des petits coups d'aile. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on va jouer sur les automatismes des étudiants et des adolescents pour l'orientation. Donc, en gros, c'est un peu, vous vous mettez dans la rue pour être sûr que les gens vont jeter leurs mégots. Il y a vous utilisez des petites urnes pour qu'ils votent, par exemple, pour Ronaldo ou Messi pour le Ballon d'Or. Bon, pour la plupart des gens, on n'en a rien à faire, mais pour certaines personnes, c'est une façon, c'est un nudge. Donc, vous jouez sur l'automatisme pour corriger d'une certaine manière les biais. Je suis pas du tout, je suis absolument persuadé que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en appeler à la rationalité, mais il faut aussi en appeler et alerter sur les biais dans notre prise de décision. Je pense qu'il y a tout un travail autour de ça à faire, c'est-à-dire dire attention, on est tous biaisés, pas uniquement vous, nous aussi. Et je pense qu'il faut aussi leur dire que nous, adultes, on a aussi des biais dans notre prise de décision qui sont relativement massifs, et que justement, on doit travailler avec eux, mais je pense sur un travail au long cours qui ne s'inscrit pas simplement à partir du moment où ils commencent à se penser la question de leur orientation, mais même largement avant, au cours du primaire, sur qu'est-ce qu'on leur donne comme outil, très honnêtement, d'outils réels pour penser le monde. Mais au-delà de l'orientation, je suis toujours surpris, je me faisais la remarque la dernière fois, les enfants rentrent à l'école, on leur dit « soyez concentrés, soyez attentifs, faites vos devoirs ». Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant ? Ça ne veut rien dire. Et à aucun moment, on explicite l'implicite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a pris le temps de leur dire en fait, concentrer, ça veut dire ça. Ça modifie ça dans ton cerveau. Ce n'est pas forcément facile parce que ton cerveau, il n'a pas la capacité pour rester concentré très longtemps. Faire ses devoirs, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas relire tes notes. Relire tes notes, je dirais, c'est la condition minimale. Mais ensuite, il va falloir apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? Quelles sont les techniques qu'on peut leur donner, les outils qu'on peut leur donner pour les étayer sur ces questions-là ? Et je pense qu'il y a exactement les mêmes problématiques qui se posent quand on est dans l'accompagnement à la prise de décision. La question posée par Sylvie... Pardon, je n'ai pas forcément les outils, ça c'est à vous de les trouver. Mais la question posée par la présidente et la réponse que tu fais me semble sonner, si ce n'est le glas, au moins en tout cas une grande interrogation sur le fonctionnement de l'applicatif Parcoursup qui par définition n'intègre pas tous les facteurs, on va dire, d'aide ou d'accompagnement à la décision que tu évoques. Est-ce que, de ton point de vue, c'est modifiable ? Est-ce que, puisque vous l'avez bien évidemment expérimenté à l'université, ce magnifique système, est-ce que c'est modifiable pour justement intégrer tout ce que vous venez de dire, enfin, la question que tu viens de poser et la réponse que tu as donnée ? Alors je pense fondamentalement que il y a une erreur fondamentale de com déjà. Parcoursup, ça doit être... de com et de positionnement de Parcoursup. Parcoursup, ça doit être un outil d'orientation. Mais pour que ce soit un outil d'orientation, il faut tout changer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, effectivement, que ça devienne un outil d'orientation, et donc il faut le penser avant le moment où ils font leur choix, je dirais, sur l'application. Il faut que ça soit un outil d'orientation. Il faut pouvoir donner, d'une certaine manière, suffisamment d'informations. Il faut qu'ils puissent travailler suffisamment en amont sur leur orientation, sur leur représentation qui se font de qu'est-ce que ça veut dire d'être psychologue, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que les métiers de la psychologie. Je parle toujours de mon point de vue, parce que c'est celui sur lequel j'ai plus d'informations. Je suis très surpris, même des étudiants en fin de parcours en psychologie, ils ont du mal à comprendre ce que c'est que la psychologie. Vous étiez vous-même très bien informé lorsque vous êtes entré dans votre parcours de psychologie ? Non, très mal. Voilà. Je pense que vous avez saisi le sens de ma remarque. Entièrement d'accord. Et c'est pas du tout... encore une fois, le problème n'est pas de jeter l'opprobre sur l'un ou l'autre. Le problème est de comment on travaille ensemble pour
modifier ça pour donner plus de temps à l'orientation active des lycéens pour qu'ils aillent s'insérer dans les bonnes filières et qu'ils puissent aussi avoir le choix de pouvoir, d'une certaine manière, changer leur orientation parce qu'on a le droit de changer d'avis. Monsieur Quéré. Oui, enfin, moi j'avais une remarque et une question, et du coup j'ai aussi une observation par rapport à ce qui vient d'être dit sur Parcoursup, parce que Parcoursup n'est qu'un outil, et un outil allocatif. Tout l'enjeu, c'est ce que vous dites, c'est toute l'information qu'on peut être en capacité de délivrer avant, et ça se travaille, à mon sens, dans un parcours d'orientation qui démarre dès le collège, mais c'est un autre sujet. Mais je voulais simplement, l'observation, c'est de souligner que le site informatif qu'on a produit à l'ONICEP, qui s'appelle Terminal 2017-2018, pour ceux qui le connaissent, a connu un passage entre novembre et mars d'1,1 million jeunes distinctivement identifiés par le RIP. Alors jeunes, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu aussi des professeurs principaux qui qui ont bien utilisé ce site. Mais quand même, 1,1 million d'identifiants distincts qui sont venus avec un temps de passage moyen de 6 minutes. Je pense que c'est une forme de réponse à l'interrogation que vous posez. C'est pas, rien n'est parfait, hein, Si mais Parcoursup, ça n'est qu'un outil allocatif qui résulte à la fois de la phase d'information et du travail fait par l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur pour savoir quelle va être l'allocation qui sera au final produite. Ça, c'est mon observation. La remarque était, je ne peux pas m'empêcher de reprendre une casquette d'ancien directeur de l'ADEP, si je puis dire, pour souligner que l'expérimentation de la main à la pâte, qu'on a traduit sous la forme d'enseignement intégré de sciences et de technologie, a été évaluée dans une collaboration entre l'ADEP et l'Académie des sciences, où on n'a pas observé de différences significatives dans l'acquisition des élèves en matière de connaissances et d'acquis scientifiques, si je puis dire. Ce que l'Académie des sciences, d'ailleurs, a traduit de façon assez positive en disant, bon, finalement, c'est pas pire en utilisant cette méthode que la méthode traditionnelle d'apprentissage qui est relative au programme et à la manière de passer le programme, entre guillemets, dans un très mauvais terme. Donc, cette évaluation était co-substantielle quand même à la mise en œuvre de cette... Je vous réponds juste là-dessus. Ouais. C'est vrai, il y a eu une étude de l'ADEP. Elle n'a pas été diffusée beaucoup. Je l'ai appris de façon complètement incidente, en fait, il n'y a pas très longtemps. La différence, c'est que vous n'évaluez pas tout à fait la même chose que j'évalue moi. Non, absolument. Voilà. Absolument. Donc, moi, ce que j'essaye d'évaluer, c'est est-ce que, d'une certaine manière, ça change, par exemple, le fait qu'il y a toujours une coexistence de la préconception et de la conception scientifique dans l'esprit humain, et à quel point les enfants sont capables, d'une certaine manière, de passer de l'un à l'autre, et est-ce que le fait d'utiliser une pédagogie plus active a un effet là-dessus. Mais je suis d'accord qu'elles sont complémentaires. Mais ceci étant, oui, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est tout à fait complémentaire parce que moi, je ne mesure que le résultat, c'est-à-dire les acquis des élèves avec un échantillon témoin là-dessus. Tout à fait. Et ma question, du coup, elle est relative précisément à ces évaluations dites internationales, type PISA ou autres, où on est quand même très distinctif dans notre système français, et vous l'avez très bien dit, dans la relation entre origine sociale et performance scolaire. Très bien. Moi, j'ai toujours été fasciné par la situation d'autres pays, le Canada par exemple, pour ne pas le citer, où évidemment derrière le score qui n'a aucune importance, ce qui est intéressant, c'est la distribution de ce score. Et le Canada a un range très resserré de sa distribution, alors que la France est effectivement quasiment la championne du monde d'une distribution très plate et très dispersée. Du coup, par rapport à la ligne explicative que vous mettez, la question, elle se déplace. C'est-à-dire que le Canada connaît tout autant une disparité sociale que notre pays, connaît tout autant des disparités de revenus dans les familles et les ménages canadiens que nous les connaissons. Ce qui veut dire que la question se déplace sur quels sont les facteurs et quelles sont du coup les pratiques pédagogiques, je ne sais pas comment il faut le dire, les interventions pédagogiques qui permettent de faire en sorte que quand on est au Canada, on a une dispersion très resserrée de la performance scolaire, alors que quand on est en France, on ne l'a pas. Mais je pense que vous touchez de doigt deux problèmes. Le fait qu'on ne peut pas transférer directement une pratique pédagogique qui marche dans un système dans un autre système. Il y a plein d'études qui montrent ça, qui sont très claires sur le sujet. Si on importe aujourd'hui le système finlandais en France, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est pas ça. Ma question, c'est
Est-ce que vous pensez que, précisément, on est en capacité d'identifier des types d'interventions pédagogiques ou des types de pratiques pédagogiques qui sont en capacité de resserrer notre distribution? Oui, je pense que oui, si on s'en donne, un, les moyens, et deux, qu'on va chercher des interventions pédagogiques peut-être effectivement informées et dont on sait qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que je pense que ce qu'a montré Teresa Iuculano dans notre laboratoire, c'est une bonne première piste, c'est-à-dire de se dire comment faire pour renforcer chacune des briques de base de la cognition numérique pour pouvoir ensuite voir des effets sur les mathématiques. Mais c'est en passant par ces différentes étapes qu'on arrivera sans doute à essayer de compenser ces déficits dus au niveau social. Effectivement, resserrer la distribution, mais l'idée, c'est pas de la resserrer vers le bas, mais c'est plutôt de la resserrer vers le haut. D'accord. Je crois qu'il y a encore une question, ce sera la dernière, parce que je pense que la présidente a un petit mot à nous Bonjour. Moi, je voudrais transmettre. faire du lien avec la table de ronde de ce matin. Je voudrais savoir si la recherche, elle s'intéresse justement à ces jeunes qui développent, je dirais, des compétences, on a vu, sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que le savoir n'est pas maintenant propre à l'école, mais on s'aperçoit qu'ont certaines postures, ou en tout cas peuvent s'y sentir mal, et que, en termes de personnalité ou de jeu, vont sur les réseaux sociaux pour vraiment développer de réelles compétences. On a vu qu'il y avait des choses. Est-ce que la recherche s'y intéresse pour justement voir un petit peu ce qui s'y passe et comment ces compétences, de quel ordre sont-elles et comment elles sont transférables? Ou en tout cas, voilà. Je voudrais savoir si dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui a été investi. À ma connaissance, non, mais je parlerai vraiment en parlant avec ma perspective sur les sciences cognitives. Peut-être qu'il y a d'autres champs de la psychologie qui ont commencé à investir cette question-là. Je pense que vous soulevez par contre une autre question qui est fondamentale et auquel on répond peu, c'est-à-dire que quel est l'objet des compétences qu'on développe à l'école, et qu'il faut peut-être s'interroger aussi là-dessus. C'est-à-dire que si on évalue, je dirais, le niveau ou les connaissances des élèves, peut-être qu'on rate quelque chose de ce que doit être l'école aussi aujourd'hui au XXIe siècle, et que s'interroger par exemple sur ce que font par exemple un certain nombre de pays, notamment dans les pays anglo-saxons, de se dire comment on fait pour développer les compétences socio-émotionnelles. Le jeu peut être une façon, et les réseaux sociaux peuvent être une façon de développer des compétences socio-émotionnelles, même si elles sont différentes de la façon dont nous les avons développées. Mais le fait que ce soit différent d'une génération à une autre ne veut pas dire forcément qu'ils ne les développent pas. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi tout un pan de recherche autour de ces questions-là et de s'interroger sur comment on fait pour que l'école, d'une certaine manière, forme au métier dans 30 ans. Je rappelle qu'il y a 85% des métiers qui auront changé d'ici 30 ans. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est bien de lire, d'écrire, de compter, c'est la bloc de base. J'aimerais bien qu'on rajoute raisonner, parce que c'est pas mal de savoir raisonner, qu'on développe la pensée critique et qu'on développe les compétences socio-émotionnelles. C'est aussi ça l'enjeu de l'école. Bien, écoutez, je pense que Grégoire mérite tous nos applaudissements. Et puis, je ne saurais trop vous inciter à regarder ces 3 ouvrages qui, vous avez pu le remarquer, sont de parution récente et signés de Grégoire et notamment d'Olivier Houdet. Juste un petit clin d'œil, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Le premier d'entre eux, Mon cerveau, constitue aujourd'hui le livre de chevet de des enfants de notre ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui l'ont fortement apprécié parce que c'est comme ça qu'ils ont compris comment enfin fonctionnait non pas leur cerveau à eux, mais le cerveau de leur mère.